par la police ou la gendarmerie. Un examen du médecin légiste et puis parfois une intervention soignante, tout puisse se faire au même endroit. C'est-à-dire que les enfants sont accueillis à l'UAPED et c'est les services enquêteurs qui y viennent, le médecin légiste et puis nous les soignants, avec l'idée que le moment de la révélation peut être aussi un premier pas vers un process de restauration psychique et somatique aussi. Il y a des pédiatres également. Donc voilà, je travaille à cet endroit-là et puis je travaille aussi sur une consulte de recours et de suivi pour des MNA, donc des jeunes ados avec des trajectoires d'exil qui souvent ont été exposés à des psychotraumas migratoires. Et voilà. Et j'accueille aussi en consultation de suivi des ados victimes d'exploitation sexuelle. Donc c'est un petit peu de ça dont je vais parler aujourd'hui. Hop, alors en effet, ça marche. Vous me dites si ça fonctionne. Alors attends, je ne sais pas pourquoi mon PowerPoint n'est pas détecté par Zoom. Est-ce que ça marche? Oui. Super. Voilà, bon, donc j'espère pas trop déborder sur mon temps pour qu'on ait le temps de discuter. Voilà, donc j'aimerais bien vous parler déjà de comment la question d'hypersexualisation est un phénomène social, enfin l'arrière-fond dans lequel on gravite tous en quelque sorte, hein, donc les ados y compris. Ouais, je pense. Ah, je vous entends encore. Discuter ensuite la question du continuum, hein, depuis les violences sexistes dans la sphère sociale jusqu'aux violences sexuelles, en tout cas, voilà, s'interroger sur la question du continuum entre les violences liées au genre et puis les violences sexuelles. Et puis discuter la question donc plus spécifiquement de la prostitution des mineurs, depuis des aspects sociologiques jusqu'aux enjeux psychopathologiques qu'on peut essayer d'identifier un peu comme point de repère au travail clinique. Donc la question des fils conducteurs que j'aimerais déployer, c'est celle bien sûr des violences sexuelles. La question du rapport au choix, à la contrainte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait ou qu'est-ce qu'on en pense quand les ados nous disent « je suis libre de me prostituer, je fais ce que je veux de mon corps ». C'est à peu près ce que nous disent tous les ados. Donc voilà, comment nous, on en pense quelque chose aussi dans tout ce débat là, actuel sur l'autonomie qui devient une des valeurs un peu prépondérantes autour desquelles on doit tous se positionner. Comment est-ce qu'on le pense? Est-ce que les ados sont autonomes psychiquement quand elles nous disent ça et qu'elles nous disent « je suis libre ». Bon, voilà, est-ce qu'elles nous disent vraiment « je suis libre » ou est-ce que nous, on pense, qu'est-ce qu'on en pense, quoi, cliniquement. Et puis, voilà, discuter un petit peu les déterminants sociétaux et psychopathologiques en jeu, qui, à mon sens, en tout cas, permettent de complexifier un petit peu ce rapport au choix et à la contrainte dans la question des conduites prostitutionnelles. Voilà, donc déjà, dans un premier temps, discuter un peu la question de l'arrière-plan sociétal. Bon, je pense que c'est des notions que vous connaissez très bien et tout autant que moi, hein, mais c'est l'idée un peu de s'en reparler ensemble. Donc les notions d'hypersexualisation, la place des médias dans cette affaire-là, la question des stéréotypes de genre, la question de la pornographie et puis de la culture du viol. Donc déjà, alors ce qu'on appelle hypersexualisation, je vais retrouver cette définition-là parce que je la trouve assez opérante. C'est une définition qui est donnée par le Canax, donc c'est les Canadiens qui sont quand même souvent beaucoup plus avancés que nous quand même sur ces thématiques, notamment tout autour du trauma complexe, entre autres, mais pas que. Voilà, qui définissent l'hypersexualisation comme le fait de donner un caractère sexuel à un comportement ou à un produit qui n'en a pas en soi. Donc voilà, ils disent, c'est un phénomène. Excuse-moi, Pauline, c'est juste le Oui. PowerPoint ne défile pas. Il faut que tu cliques sur les diapos si tu veux le faire défiler, je pense. Il faut que je clique sur quoi, tu dis? Je pense, parce qu'en fait, il n'est pas en forme de diaporama. Là, je pense que tu dois cliquer avec ta souris sur les diapos à gauche pour qu'il apparaisse. Il est ouvert comme si tu le. Ça va, on voit les diapos, mais voilà, tu passes comme ça au fur et à mesure si tu veux qu'on voit. Voilà. Là, ça passe? Là, c'est bien, ouais, voilà. D'accord. En faisant Là comme aussi? ça, voilà, oui, Okay. là, on voit et voilà. Très bien. Voilà, bon, d'accord, je reste comme ça, d'accord. Ouais.
Voilà, donc la question de l'hypersexualisation, voilà, donc c'est un phénomène de société selon lequel de jeunes adolescentes et adolescents adoptent des attitudes et des comportements sexuels jugés trop précoces. Elle se caractérise par un usage excessif de stratégies axées sur le corps dans le but de séduire et apparaît comme un modèle de sexualité réducteur, diffusé par les industries à travers les médias, qui s'inspirent des stéréotypes véhiculés par la pornographie. Homme dominateur, femme objet séductrice et soumise. Donc c'est l'idée de comment la question du sexuel ou de la sexualisation peut être utilisée à d'autres fonctions, on va dire, dans la scène sociale, et du coup modifier le regard porté sur les choses et notamment sur les gens. Donc c'est toute l'idée de, par exemple, quand on veut vendre une belle voiture, bah, on met une nana à moitié dénudée sur cette belle voiture. Et voilà. Et par ce biais-là, on hypersexualise aussi quand même le rapport à la consommation, le rapport au désir et donc le rapport à la on va dire, à cette finalité-là. Donc c'est ça, quoi. C'est pour parler de ce phénomène-là, l'hypersexualisation. La question du rôle des médias, hein, donc c'est ça, hein, c'est l'idée que bah, les médias sont un peu des vecteurs ou des porte-paroles sur la scène sociale de cette notion-là. Que les stéréotypes de genre restent quand même extrêmement utilisés à visée marketing, malgré bah, voilà, la question des luttes féministes, donc, y compris dans les magazines destinés à la jeunesse, avec une forme de romantisation aussi d'images de sexe symboles, ou quelle que soit la manière dont on les appelle, mais en tout cas une valorisation positive, y compris pour les petites filles, de cette notion de l'hypersexualisation du corps de la femme. Donc il y a différents sociologues hein, qui ont différents mots pour parler de ce phénomène-là. Catherine Monod parle de féminisation précoce, Pierrette Bouchard, elle, parle de sexualisation précoce. Voilà, c'est comment dès tout jeune, les jeunes filles sont en tout cas avec cette construction en tout cas imaginaire identificatoire à la femme, qui peut aussi être voilà, véhiculée par des images assez sexualisées. Le fait est que aussi les jeunes s'exposent de manière croissante aux médias et aux écrans, et de toute façon c'est comme ça, donc il faut le prendre en compte. Que les ados maîtrisent extrêmement bien et bien mieux que nous la question de la technologie. Et donc bah, une difficulté aussi des adultes à poser des limites sur les contenus en ligne. Donc de toute façon, les enfants et les ados sont exposés à ces contenus en ligne. Voilà, bon, ça, ces chiffres sont assez datés, hein, je pense qu'ils sont complètement dépassés, hein, mais en 2010, 75% des adolescents avaient un smartphone, un tiers d'entre eux envoyaient plus de 100 textos par jour. Bon, voilà, ça c'est mon époque. Je pense qu'actuellement, c'est 98% des ados qui ont un smartphone et ils envoient à la fois des textos et surtout, ils sont branchés sur les réseaux sociaux tout le temps. C'est ça, on est au-delà de 90% maintenant. Oui, 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 je pense que les Mais chiffres bon, sont c'est complètement... déjà. Oui, oui. Voilà, donc je vous laisserai lire les petits, enfin ça c'est des petits apartés d'un livre qui est sorti en 2008 hein, sur pornographie et hypersexualisation, enfance dévastée. Voilà, cette notion hein, du vacarme sexuel assourdissant, en fait, en arrière-plan de notre champ social. Consommation sexuelle et internet, bah voilà, il y a de nouveaux enjeux, hein, vous savez très bien, qui sont liés à l'usage croissant d'internet. La question déjà de la désinhibition, hein, c'est John Suller qui parle de désinhibition en ligne, qui est facilitée par l'anonymat, la facilité de mettre fin à la relation, donc l'idée que ce serait pour du faux, quoi. Alors en fait, c'est pas vraiment pour du faux, hein, ce qu'on investit effectivement, c'est pas forcément pour du faux, ou en tout cas on contrôle pas si bien ça. Voilà. La question du flou entre réel et imaginaire, la question du jeu proposé entre internautes et le sentiment d'égalité, qui en fait, avec l'idée qu'on pourrait maîtriser beaucoup plus facilement ce qui se joue dans des chats ou dans des échanges en ligne, alors qu'en fait, bah, voilà, des fois, malgré nous, on y investit quand même quelque chose, et ça, on s'en rend peut-être moins compte que quand c'est une relation plus incarnée. Cette notion de divulgation d'intimité, donc le risque d'exploitation et d'humiliation publique en des temps records, hein, ça, je pense que tous les ados en parlent, hein, de comment bah, un new voilà, une image ou une vidéo envoyée au petit copain qui finalement n'est plus le petit copain d'ici quelques temps, bah, se retrouve voilà, vite véhiculé et fait l'objet d'une humiliation collective ou alors d'un jeu de chantage aussi collectif. Et ça va super vite. C'est-à-dire qu'il y a une grande difficulté à avoir une maîtrise sur la rapidité, en tout cas de comment les choses peuvent être instrumentalisées et vectorisées. Bah, évidemment, la question hein, de quid de la sphère publique ou de la sphère privée, comment est-ce qu'on arrive à mettre des limites, notamment sur les réseaux sociaux, entre ce qui serait un contenu adressé à des proches ou un contenu adressé à voilà, la scène publique plus large. L'accès facile à des images pornographiques et violentes. Je pense qu'on discute un peu des chiffres après, mais bon, c'est édifiant, un nombre je crois que c'est 11 ans l'âge médian d'exposition à de la pornographie hard hein, chez les ados aujourd'hui.
Et donc le risque de normalisation de ce qu'on voit dans la pornographie, que ce serait l'apprentissage de la sexualité ou même de la relation amoureuse de manière plus générale. Voilà. Et puis ce délit de sextorsion qui fait son entrée dans la loi du 21 avril 2021. Vous savez, c'est la loi qui a complètement révolutionné la posture, en tout cas, du législateur sur les violences faites aux enfants, en introduisant notamment un seuil de non-consentement à partir de 15 ans. Mais voilà, il y a aussi d'autres imprégnations dans la loi, et notamment l'intégration de ce délit de sextorsion. Donc ce délit de sextorsion, c'est quand un adulte oblige un enfant à diffuser des vidéos sexualisées ou des images sexualisées de lui, et contre quoi il fait du chantage, voilà, qui fait un objet de chantage après. Donc moi, typiquement, je pense à un adolescent de 14 ans que j'avais en consultation, qui échangeait des nudes avec une nana, enfin avec quelqu'un qui pensait être une nana avec qui il y avait un rapport de séduction. En fait, c'était pas du tout une nana de l'autre côté de l'écran, c'était un type dans un réseau assez organisé, voilà, criminel, et qui après lui avait fait tout un jeu de chantage, sans quoi, s'il lui donnait pas tel montant financier, il diffusait la photo surtout, voilà, en ligne. Et donc l'ado était terrorisé évidemment et avait piqué la carte bleue de ses parents, etc. Puis au bout d'un moment, a dû en parler. Voilà, il avait après des espèces de vécus d'intrusion permanents. Voilà. Donc ça maintenant, ça s'appelle la sextorsion. Ça n'avait pas de qualification délictuelle jusqu'alors, et c'est quelque chose de plus en plus fréquent. Donc voilà, l'usage croissant quand même d'Internet change aussi les usages et l'exposition des ados au contenu sexualisé en ligne. Miroir, miroir, quand tu nous tiens. Alors bon, ça c'est pour discuter, hein. Bon, il y a plein d'auteurs qui discutent de ça, mais bon, cette question de l'obligation du paraître ou de la dictature croissante de l'apparence, enfin croissante, je sais pas, mais en tout cas cette dictature de l'apparence qui pèse quand même aussi beaucoup sur les femmes. Alors bon, sur les hommes aussi, mais en particulier, on va dire sur les femmes. Là, c'est Mariette Julien, là, de Montréal, qui parle de l'image de l'hyper-sexy misant sur la séduction instantanée qui serait symbole d'une femme qui ose. Donc voilà, que si on est une femme affirmée, voilà, bien dans ses baskets, et la question aussi de l'usage très féminin va être aussi un rapport au pouvoir qui finalement réégalitarise un petit peu les rôles. Mais voilà, en tout cas, il y a quand même cette notion de l'hypersexualisation qui est présente et qui peut être vue de manière positive. Voilà, donc c'est l'idée d'une attitude parfois associée au pouvoir sexuel, la putattitude, enfin il y a des termes comme ça qui existent pour parler de ça. Avec le risque d'exploitation majeur de cette image, notamment chez les ados où ça se bascule très vite. C'est-à-dire qu'à la fois, on est valorisé d'être un peu sexy dans le groupe des ados, de plaire aux garçons, etc. Et puis en même temps, ça peut très vite se retourner entre t'es la pute de service, quoi, pour le dire vulgairement. Et voilà. Et cette alternance de tantôt c'est valorisé et tantôt ça se retourne contre soi, c'est extrêmement rapide. Et ça échappe complètement au contrôle des jeunes. Voilà, donc avec cette idée de réputation par les groupes de pairs et du retournement quand même de la même conduite. Que évidemment, chez les garçons comme chez les filles, c'est la question du besoin d'affection et de reconnaissance et d'estime dans le regard de l'autre ou d'affiliation qui est sous-jacent et qui peut prendre en tout cas des formes qui desservent au final les adolescents. Dans les pratiques des jeunes, il y a une forme de dualité dans le rapport et puis même dans le discours des adultes, dans le rapport à la sexualité, avec notamment des travaux qui remontent un peu aussi aux années de la libération sexuelle, des années 68, etc., avec un discours un peu d'une sexualité sans contrainte. Et en même temps, on leur serine quand même aussi beaucoup qu'il faut se protéger, qu'il faut faire attention, etc. Et donc, un discours aussi un peu ambivalent des adultes sur la sexualité. D'un côté, voilà, plaisir sans contrainte, et d'autre côté, tous les risques dont on leur parle. Et puis, de toute façon, voilà, cet objet de la sexualité qui fait tout à fait partie de la vie des adolescents et qui est un objet très chouette à accompagner et qui fait partie des objets de découverte et d'élan qui font partie des choses de la vie d'adolescent, mais avec des modifications des pratiques quand même. Donc voilà, ça c'est des travaux qui parlent de plus en plus de ces notions-là chez les jeunes, de fuck friend ou d'amis sexuels ou de baisse thérapeutique, avec une sorte de dissociation en fait ou de désaccordage entre la question de l'engagement affectif et la question de la vie sexuelle. Qui n'est pas forcément un truc grave en soi, mais en tout cas qui est de plus en plus croissant, y compris au moment où ça se construit quand même dans les pratiques des ados.
Voilà, bon, je vais passer assez vite là-dessus, hein. Et donc voilà, qu'il y a à la fois, l'idée d'un monde, hein, de tous les possibles avec une absence de limite, qu'il faudrait avoir tout expérimenté, et qu'avoir tout expérimenté, serait, un équivalent, enfin, en tout cas, ce serait le corollaire ou la nécessité, et que ce serait pas la même chose qu'avoir de l'expérience. C'est-à-dire que, bah, d'être un peu fier, d'avoir déjà eu un peu des expériences, bah, que ça se transforme vite en quand même, le besoin de tout expérimenter. C'est-à-dire un peu un truc de vouloir un peu rencontrer l'ensemble de ce que ce monde-là peut offrir, quoi. La question de l'impact de la pornographie, vous savez qu'on parle de business en fait, hein, de la pornographie avec des chiffres d'affaires qui sont monstrueux, hein. Là, c'est 100 milliards par an, le chiffre d'affaires de la pornographie en 2009. Je pense que c'est complètement en explosion croissante, hein, mais c'est un business, hein, c'est vraiment ça qu'il faut voir aussi derrière. Et avec les riches et les jeunes, hein, bon, voilà, c'est une évidence, hein, mais de construire aussi leur propre représentation ou attentes ou idéaux par rapport à la pratique sexuelle. Les garçons par rapport à ce qu'une fille attend, et puis les filles par rapport à ce que les garçons attendent. Voilà. Et si ça se construit par rapport uniquement à la pornographie, bah, ça peut poser en tout cas des difficultés chez les ados, beaucoup de complexes notamment. Et puis un rapport à la violence aussi. Voilà, donc chez les ados, bah, chez les filles, si le message social et des médias, c'est soit bête, disponible et sexy, il peut vite s'inscrire l'idée que quand même le pouvoir et la réussite résideraient dans l'apparence. Et donc cet objet du corps ou de l'apparence, il est quand même super important parce qu'il conditionne le regard des autres et donc le regard sur soi, enfin, de soi-même sur soi-même. Voilà, donc cette idée quand même que le corps est quand même quelque chose d'assez important. C'est vrai aussi pour les garçons, hein, mais c'est encore peut-être plus vrai quand même pour les filles. Cette idée quand même, hein, que racontent tous les ados, hein, des standards irréalistes répandus par les médias ou les réseaux sociaux. Nous, on l'a vu vraiment pendant la crise du Covid, où moi je travaille dans une clinique en plus où il y a que des jeunes filles anorexiques. Bah, la comparaison permanente quand même tout au long de la journée avec d'autres jeunes filles, voilà, avec des corps un petit peu idéalisés comme ça. Et ben, était extrêmement difficile quoi, pour les ados, et faisait des shoots un peu permanents de mésestime de soi par comparaison. Donc voilà, cette question, hein, de la baisse d'estime de soi, d'augmentation du sentiment de honte, du développement de troubles du comportement alimentaire évidemment, et puis d'anxiété et de dépression, alors qui est associée, hein, avec l'utilisation des réseaux sociaux. C'est très contrasté les études, mais bon, en tout cas, il y a évidemment ces risques-là chez certains ados. Et puis du côté des garçons, hein, l'influence de la pornographie sur la construction de la sexualité et du désir masculin, donc notamment aussi dans un rapport à une forme de violence ou de considérer que le non-consentement de l'autre fait partie, hein, de comment les hommes et les femmes font l'amour. L'incitation sociale à être riche, macho, sexuellement très actif, ça fait partie, hein, des stéréotypes de genre qui peuvent être encore véhiculés. Donc voilà, le risque de développement accru de rapports de domination, de violence, de mépris envers les femmes, qui commence du coup assez petit, hein, et commence à se construire l'image de ce que c'est qu'un homme. Et puis l'angoisse de performer. Et c'est en effet des complexes qui peuvent être aussi assez inquiétants pour les garçons, qu'il y aurait une seule type de masculinité voilà, désirable. Ça, je vous ai mis une citation, enfin c'est une ado que j'avais en consul quand je travaillais en effet avant au centre de psychotrauma, qui avait écrit ça et que je trouvais très très illustratif de ce que peuvent vivre les ados. Donc peut-être on peut lire juste ce qui est marqué en rouge là. Donc c'est Clémence qui raconte qu'au collège, plus spécifiquement en 6e et en 5e, j'étais bien plus formée physiquement que les autres jeunes filles de mon âge. J'avais déjà une poitrine bien développée et de belles fesses, ce qui a très vite attiré l'attention des garçons. À travers leurs yeux, j'étais belle. Des garçons de mon âge me parlaient, je les attirais, alors que je n'avais jamais attiré personne auparavant. Et j'aimais ça, j'aimais savoir que je plaisais. Et c'est d'ailleurs toujours ça, hein, globalement, le moteur. Voilà. Mais j'ai réellement commencé à me soucier de mon corps lorsque j'ai commencé à me faire harceler. Donc là, hop, le retournement. Car la plupart des critiques qu'on me faisait visaient mon physique. Je me suis rendu compte qu'aux yeux des garçons, je n'étais pas la fille belle, j'étais simplement la fille bonne. Et vu qu'à cet âge-là, les hormones se développent du côté des garçons, ils sont plus facilement attirés par un gros cul qu'un joli visage. Tout mon monde s'est alors écroulé. J'ai commencé à complexer, mais je ne mettais rien en œuvre pour changer l'image dégradante que j'avais de moi. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à ne pas aimer mon corps. Pam, 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 voilà. Mais alors là, elle dit, mais le confinement a été un déclic dans ma vie, etc. Elle est extrêmement anorexique aujourd'hui. C'est une adolescente qui va extrêmement mal. Voilà. Donc je trouve qu'elle raconte bien un peu tous les processus psychiques et le besoin sous-jacent finalement auquel ça répond, hein. C'est le besoin de plaire à l'autre, hein, ou d'être quelqu'un de désirable, d'estimable dans le regard de l'autre, et que ça peut vite devenir un piège un peu tyrannique pour les ados. Bon,
je vais aller assez vite là-dessus, hein, mais bon, dans la question des relations sentimentales, bah, voilà, ça on en a déjà parlé, hein, que si l'émergence du sentiment amoureux à l'adolescence est rapidement associée au souci de réussite sexuelle, par l'exposition notamment à la pornographie, mais pas que, et ben, il y a quand même vite cette question d'impression de performance et du piège, hein, par les attentes stéréotypées qu'on imagine être celles de l'autre, qui en fait ne sont pas du tout des autres normaux, en quelque sorte, qu'on voit ceux qu'on voit dans la pornographie, mais les ados, si on les accompagne pas à déconstruire ces trucs-là, bah, peuvent vite le penser. Et voilà, et donc notamment, hein, l'idée qu'il y aurait des trucs qui seraient normaux de faire, hein, de pratiquer. Par exemple, de faire des fellations aux garçons, ce serait un truc normal, hein, que toutes les filles font et qui fait plaisir aux garçons, donc il faut le faire. Voilà, sans se poser du tout la question du consentement ou du désir de soi-même de pratiquer ces actes-là. Et donc là, on commence à voir pointer, hein, la difficulté à comprendre la notion de consentement et à repérer et nommer la violence, ce qui est aussi à l'œuvre, évidemment, après, hein, dans les relations abusives. Et que cette attention portée surtout sur ce qui est censé être attendu de moi en tant que fille, par exemple, et pas du tout à ce que moi je ressens et là ce que j'ai envie avec ce type-là ou cette nana-là, et ben ça commence à faire le lit de la question de mon consentement ou de mon désir, elle n'est pas importante, quoi. Dans les notions sociologiques aussi à discuter, hein, c'est ce qu'on appelle la culture du viol, hein, donc c'est un concept sociologique utilisé pour qualifier un ensemble d'attitudes, de comportements partagés au sein d'une société donnée, qui minimise, normalise, voire encourage le viol. Donc c'est par exemple quand on filme une scène de viol, enfin une scène de sexe au cinéma comme de manière érotique, alors qu'en fait c'est un viol qui se passe, et qu'on le filme comme quelque chose d'érotique et pas comme quelque chose de violent. Donc c'est ça en fait la culture du viol, où c'est un petit peu voilà, les stéréotypes qu'on peut entendre de quand une femme dit non, en fait, elle dit oui. Enfin, voilà, c'est tout ça. Il y a des séries qui sont super bien faites, notamment sur Arte, il n'y a pas longtemps, il y avait H24, et puis une série de Culbut qui était super là-dessus. Voilà, dans les notions aussi sociologiques, bah, la question de la déstabilisation des adultes, hein, avec des changements quand même socio-sexuels des sociétés qui poussent à repenser le rapport à l'autre. Et donc voilà, notamment bah, la période des années 60-70, super importante, hein, au niveau de la libération sexuelle et des pratiques, etc. Et puis en même temps, aujourd'hui, une forme aussi de commercialisation croissante de la sexualité, donc qui est plus forcément une forme de libération au sens... voilà. La culture jeune envahit la culture adulte, hein, en matière d'esthétisme, de consommation, de sexualité, avec voilà, des phénomènes croissants, enfin, ou en tout cas assez actuels, hein, de risque d'adultification des ados et d'adolescentisation des adultes, c'est-à-dire des adultes qui veulent adopter les codes adolescents, les pratiques adolescentes, les vêtements adolescents, etc. Et du coup, des ados à l'inverse qui sont plutôt en mode adulte ou gérer mes parents, quoi. Peu d'interdits et de contraintes autour de la sexualité, une difficulté à poser des cadres et des limites, ça quand même chez les parents, hein, avec l'idée que si je dis non ou si je pose des interdits, bah, je serai un vieux patriarche autoritaire, voilà. Alors qu'en fait, nous, on explique quand même aux parents, je pense que c'est aussi ce que vous faites, que font tous les gens qui travaillent avec des ados, que poser des repères et des limites à la construction de soi, c'est quelque chose de très important pour un adolescent, et c'est pas être un vieux patriarche autoritaire que de le faire. C'est être quelqu'un de structurant, parce que les enfants ont besoin de structure et de cadres et de limites éducatives. Mais voilà, peut-être qu'il y a un moment comme ça un peu compliqué en ce moment, y compris pour les adultes, quoi. Voilà, alors ça, bah, après, il y a toute une littérature que vous connaissez sûrement très bien, hein, sur les rapports de genre, qui analyse, hein, toute la logique aussi de relations de pouvoir sous-jacentes à la question de la transaction économico-sexuelle. Voilà, bah, enfin, moi, je trouve que la petite BD, là, Les sentiments du prince Charles de Liv Tromsø est très très bien là-dessus, hein. Donc elle refait une analyse sociologique et historique en essayant de mettre en évidence ce qui s'entretient dans les habitus, notre habitus, on va dire, sociétal, autour des rapports de domination implicites véhiculés via les stéréotypes de genre. Bon, ça, vous connaissez ça assez bien. Elle reprend notamment toutes les origines historiques du mariage, hein, autour de comment le mariage a au départ été, hein, une manière d'acquérir ou en tout cas de s'ériger un droit de propriété sur le corps de la femme, hein, pour pas qu'elle aille voir ailleurs, etc. Voilà. Et puis surtout pour pas qu'elle soit autonome non plus, hein, et que si les femmes ne travaillent pas, parce que c'est le mari qui travaille globalement, et ben en échange, elles doivent être en tout cas toujours d'accord pour faire l'amour avec leur mari, et c'est bien le deal implicite qui s'exerce, hein, donc de l'ordre d'une transaction économico-sexuelle.
C'est moi, je suis bien à tes besoins, mais en échange, tu es à ma disposition, quoi. Voilà, bon, j'ai là-dessus. Ça, c'est un petit peu les mêmes notions. Mais donc voilà, on C'est grandit très, quand très même tous, hein. intéressant, hein, parce que tu as l'air de dire que tout le monde connaît, mais non, ce rappel est très intéressant. Enfin, sans te faire perdre du temps. D'accord, Oui, ça nous intéresse de défendre ça. d'accord, Donc, d'accord. voilà, n'hésite pas à, ouais, à expliciter. Toutes ces notions sont voilà, bonnes à rappeler, je trouve. Voilà. D'accord. Et ben, OK. Et ben, d'accord. Et ben, alors, bon, on y va. Et ben, alors, notamment, bah, Liv Strömsquist repart, hein, sur, voilà, comment dans un modèle familial hétéronormatif, donc qui est, nos modèles familiaux, hein, où il y a papa, maman et les enfants, voilà, généralement, et ben, les jeunes vont aussi, s'identifier évidemment de manière plus favorable, aux parents de même sexe. C'est-à-dire comment, bah, un jeune garçon, va construire implicitement ou pas, hein, mais son image de ce que c'est qu'être un homme, bah, notamment plutôt par rapport à son papa, et une jeune femme plutôt par rapport à sa maman. Et qu'on est encore, enfin, ou en tout cas, il y a encore des fonctionnements sociétaux où on oppose implicitement la notion de ce qui serait la féminité et la notion de ce qui serait la masculinité, donc avec le féminin qui serait plutôt en charge des relations intimes, du soin, voilà, et le masculin qui serait plutôt en charge du travail, en rejet d'affectivité, etc. Enfin, et que c'est voilà, il y a encore ça peut-être qui est implicite dans nos modèles un peu classiques, on va dire, et que ça compte quand même sur la manière dont les jeunes vont se construire aussi leur image de ce que c'est qu'être un homme et ce que c'est qu'une femme. Et peut-être que c'est ce que viennent interroger justement tous nos ados un peu gender fluide qui se baladent, quoi, hein, sur le spectre du féminin, du masculin. Peut-être qu'ils viennent justement interroger cette construction des stéréotypes de genre ou de l'hétéronormativité qui n'est pas forcément ce dans quoi eux ils se reconnaissent, ou en tout cas qui veulent pouvoir se balader un petit peu plus sur, bah, les différents registres, en tout cas, de comment on est un être humain, et que c'est pas forcément si découpé que ça, entre être un homme et être une femme. Et qu'il peut y avoir des hommes qui sont plus portés sur la question des relations intimes et du soin, et à l'inverse des femmes qui sont plutôt voilà, dans quelque chose de plus externalisé du modèle familial, avec un investissement du travail, etc. Et que c'est OK, quoi. Que la construction de la femme, c'est longtemps fait quand même dans le regard de l'autre, hein, donc avec notion, mais ça on en a déjà un petit peu discuté, hein, mais que être jolie, le maquillage, l'apprêtage, et ça joue beaucoup. Enfin, je trouve qu'on le voit énormément chez les ados qu'on accompagne qui après basculent dans des conduites prostitutionnelles. Enfin, cette notion que, en tout cas, se définir soi-même par le regard de l'autre. C'est le regard de l'autre que je vais toujours venir chercher pour valider le fait de est-ce que moi j'ai de la valeur, est-ce que moi je suis désirable, est-ce que quelqu'un veut bien de moi, quoi, quelque chose un peu comme ça, et que ça passe par des apparats portés sur l'apparence, chez les jeunes femmes notamment. Et donc, il y a eu toute une époque où en fait cette stratégie-là, elle était utile pour être considérée comme une jeune femme mariable, quoi, en quelque sorte. Et que être une jeune femme mariable, ça permettait aussi d'avoir accès à une place sociale et en tout cas peut-être un registre des possibles plus élargi. C'est tellement si simple de le faire autrement, que ce soit par un travail ou par autre chose. La notion du prix Bobonne, alors elle introduit ça de manière humoristique, hein, mais c'était pour expliciter un peu comment pendant très longtemps on a beaucoup minimisé la place des femmes dans les découvertes scientifiques. Ça a un nom, hein, ça s'appelle l'effet Matilda, et qu'on a beaucoup parlé des hommes, hein, de Marc, d'Einstein, voilà, alors que plutôt que de parler des femmes qui avaient aussi été tout à fait partie prenante de ces découvertes scientifiques. Et que c'est très entretenu par cette femme, hein, de dire, par cette phrase, de dire derrière tout grand homme, il y a une femme. Donc forcément, derrière tout grand homme, il y a une femme. Ah, j'entends quelqu'un qui tousse. Est-ce que c'est possible peut-être de couper le micro Voilà, donc ensuite elle détaille un petit peu hein, comment au sein des couples, il y a eu toujours une forme de logique sacrificielle de don de soi et de garde-malade qui a été plutôt une fonction apposée aux femmes, hein, y compris avec des hommes de prestige, hein, Chaplin, Hemingway, Reagan, par exemple. Que chez les hommes, la question de l'indépendance masculine, un peu du type un peu à distance, un peu indifférent, etc., ça a toujours été proposé, et c'est encore proposé hein, quand on regarde des vidéos là comme ça de coachs en séduction. Il y a des coachs en séduction pour les garçons sur Internet. Et ben c'est encore véhiculé comme une image de séduction, parce que si on paraît comme ça un peu indifférent, et ben ça pousse la question de revenir solliciter le lien d'attachement chez la femme, et que ça marche bien quoi pour se faire un peu désirer.
Voilà. Alors en fait, toutes les études prouvent plutôt le contraire, hein. C'est que c'est plutôt chez les hommes qu'il y a une plutôt grande dépendance à la question du couple, avec ces études hein, qui montrent que les couples qui se séparent vers les 50 ans, etc., bah, généralement c'est plutôt vecteur d'épanouissement pour les femmes et de conséquences plutôt négatives pour les hommes, hein, que ce soit en termes de relations sociales, de santé, etc. Mais que les femmes comme les hommes intériorisent au contraire et que c'est les femmes qui auraient besoin des hommes en termes de sécurité, etc. Alors en vrai, c'est plutôt l'inverse qui se passe quand les couples se séparent. Et donc voilà, de comment c'est les femmes qui intériorisent cette notion de dépendance affective parce que probablement elles ont moins confiance en elles et plus besoin de réassurance. Et à l'inverse, les hommes qui intériorisent plutôt l'image que eux ils seraient indépendants, etc. Et que c'est cette nana-là qui veut me mettre d'accord de cou. Enfin, c'est des termes qu'on entend très souvent. Donc voilà, qui sont aussi des construits un peu sociétaux intériorisés. Et qu'en fait, tout ça, enfin, l'intérêt de ces travaux-là, hein, de sociologie de sociologie du genre, en fait, c'est d'essayer de mettre en évidence les rapports de pouvoir qui sont sous-jacents à ces modes relationnels-là, et souvent de manière très implicite, évidemment. Et donc, en fait, c'est de pouvoir faire entendre un peu plutôt à l'aune du rapport de pouvoir et des logiques de domination collective, des relations, enfin, des formes de transactions ou de rapports qui s'entretiennent entre des groupes humains. Et donc pour pouvoir mettre en évidence un peu l'exploitation, alors c'est un grand terme, hein, mais bon, c'est la sexuelle, mais voilà, d'exploitation d'un sous-groupe par un autre sous-groupe. Alors ça, c'est des trucs qui se font depuis très longtemps, hein, avec la notion, le lien en tout cas entre sexualité et pouvoir. Par exemple, donc, c'est aussi Liv Strauss-Witt hein, qui fait remonter à l'Antiquité hein, cette manière dont le comportement sexuel masculin se cloisonnerait de manière assez naturelle entre d'un côté l'épouse et de l'autre la prostituée. Donc d'un côté l'épouse, c'est-à-dire la matrone respectable, voilà, associée à la reproduction, à la vie voilà, filiale, quoi, la question de la transmission, la question de la sexualité, de la génitalité, on va dire. Et puis de l'autre côté, la prostituée, qui elle serait le lieu d'exutoire des pulsions et des perversions. Et que c'est comme ça que ça marche un homme, un désir masculin, et qu'il faut forcément un peu cloisonner les choses. Voilà. Et que cette notion-là, si elle s'entretient, et elle s'inscrit aussi dans des perpétrations un peu de rapports de pouvoir et des stéréotypes de l'image de la femme qui ne peut être que être une femme, c'est soit être une mère, une matrone, ou être une prostituée, une pute. Et ça, je trouve qu'on le voit énormément, nous, quand on passe en revue un peu les situations des ados en situation de prostitution. Parfois, on a l'impression que c'est des systèmes familiaux où les ados, elles grandissent avec une image très duelle de la femme, où soit on est une femme au foyer qui est soumise à son mari, voilà, soit on est une pute. Et qu'en fait, il n'y a pas d'alternative entre les deux. Parce que cette image de la femme, elle est soit l'une, soit l'autre. Et que ça aussi a des construits historiques qui se perpétuent depuis quand même très longtemps. Bon, voilà. Pour parler de ces notions de logique de domination et de rapport de pouvoir, hein, la question quand même des chiffres d'affaires, c'est-à-dire de se rendre compte que c'est des business, à la fois la prostitution et la pornographie. Je trouve que c'est assez édifiant d'avoir en tête voilà, ces chiffres-là, alors qu'ils sont là aussi un petit peu datés, mais le chiffre d'affaires de la prostitution mondiale, hein, c'est 130 milliards d'euros en 2013. Chiffre d'affaires de la pornographie mondiale, on l'a dit tout à l'heure, hein, 100 milliards d'euros en 2009. Hein. Donc c'est comment une orchestration aussi des rapports de pouvoir obéit à un business, avec des gens qui évidemment tirent profit de ce business-là. Et puis voilà, dans la notion aussi de logique de domination, hein, même dans la culture pornographique, il se rejoue hein, des enjeux sexistes et racistes, hein, par exemple avec les femmes noires qui sont représentées comme étant plus salopes ou méritant plus d'abus que les femmes blanches. Donc on retrouve des logiques implicites de rapports de domination, d'humiliation, de pouvoir, y compris dans le contenu pornographique. Voilà, donc ça c'est plutôt pour parler un peu du terrain sociologique, enfin voilà, pour donner un peu des éléments de discussion sur comment, dans l'arrière-scène sociale dans laquelle on grandit tous, il se construit aussi implicitement déjà des manières d'être une femme ou des manières d'être un homme qui nous précèdent et qui construisent un peu les le lit de certaines vulnérabilités. Juste Pauline, voilà, merci parce qu'on arrive, c'est juste, je rappelais l'horaire, il reste 20 minutes à peu près là, c'était pour te dire. On pourra Oui. déborder hein, s'il faut. Enfin, merci, ça décape un peu, ça fait du bien.
C'est des stéréotypes qui se rejouent beaucoup dans les institutions. Je note ça juste aussi dans les attentes de ceux qui seraient allés bien ou ceux qui ne seraient pas allés bien d'une jeune fille, de ce qu'on attendrait de ce qu'elle montre, d'un garçon, de ce qu'il montre. Ah, mais Ça se complètement. rejoue beaucoup, je trouve, dans les institutions. Donc, c'est intéressant de voir que ça, finalement, ça a aussi des conséquences. Donc, je te laisse parler un peu voilà, des conséquences quand on se rencontre la vulnérabilité. Oui, non, non, mais tout à fait. Ah bah oui, oui, bah, mais même, enfin bon, après on pourrait parler, on en parle beaucoup avec à l'UAPED, là où je travaille, hein, mais globalement, nous typiquement, tu vois, c'est les femmes qui s'occupent de la protection d'enfance à l'hôpital où je travaille, mais vraiment globalement que les femmes. Hein. Et les hommes souvent sont les chefs de service, etc. Hein, mais ceux qui s'occupent de, enfin bon, il y a sûrement des logiques comme ça qui se rejouent aussi de manière un peu aiguë dans ces champs-là. Donc c'est intéressant à travailler aussi sous l'aune de la sociologie du genre. Mais bon, on en rediscute après, sinon je vais vraiment déborder beaucoup. Donc voilà, alors voilà, donc ça c'est l'arrière-plan social dans lequel on grandit tous, et puis comment ça vient rencontrer certaines vulnérabilités individuelles, parce qu'il y a plein d'ados qui vont bien avec tout ça, plein d'adultes aussi, et puis il y a certains ados qui sont peut-être plus vulnérables contextuellement ou ontologiquement à ce que ça puisse basculer. Voilà, donc la question du risque lié aux usages numériques, bon, on en a un peu parlé, hein, mais cette notion d'amplification des pratiques à risque des enfants et des ados, et notamment les plus vulnérables d'entre eux. Donc voilà, donc, notamment hein, par exposition des ados à des risques. Alors voilà, d'une part, hein, il y a l'exposition des ados à des risques en lien avec la pratique prostitutionnelle. C'est-à-dire, d'une part, hein, que c'est une des plus grandes portes d'entrée hein, dans les recrutements des proxénètes, c'est quand même les usages numériques, hein, c'est quand même les réseaux sociaux. Vous allez sur le site Coco, là, où on s'est tous fait un profil de Linda, 18 ans, hop, vous recevez 20 propositions en 5 minutes. Hein. Enfin, c'est très... Voilà, c'est une super porte d'entrée. L'exposition aussi précoce à la pornographie, la banalisation de celle-ci, ça on en a parlé. La notion de harcèlement en ligne, hein, c'est des nouvelles formes de cyberharcèlement, vous l'avez en tête, hein, mais c'est l'idée qu'il se prolonge dans la sphère intime des violences sur une autre scène et que c'est H24, donc ça envahit un peu tous les espaces. Les échanges de nudes et de vidéos sexualisées qui peuvent permettre des chantages, donc ça c'était une notion de sextorsion dont on parlait, voilà. Et puis la porte d'entrée vers la prostitution. La notion que les réseaux sociaux bousculent la notion d'intimité. Chez des ados où c'est déjà pas très bien construit, la notion des limites, du dedans, du dehors, de l'intime, de l'extime, des zones du privé, des zones du public, du corps même tout simplement. Enfin, Louis connaît très bien ça, mais dans le trauma complexe, cette notion un peu de porosité hein, des enveloppes corporelles et psychiques, et c'est du pain béni en quelque sorte pour des systèmes d'exploitation en face qui sont très très bons pour tirer profit des vulnérabilités individuelles, avec une confusion comme ça, un peu de tout, quoi. Et puis voilà, donc dans les grandes conduites à risque, c'est cette notion de michetonnage, alors qui est assez discutée. Hein. Il y a des gens qui disent que c'est déjà de la prostitution. Moi, je préfère le considérer comme une conduite à risque parce que ça permet de penser à une forme de continuum. Donc, ce qu'on appelle le michetonnage, c'est le fait pour une personne vulnérable, notamment du fait de sa minorité et ou d'un contexte de souffrance psychosociale et ou de précarité sociale, de s'engager dans une conduite à risque où la mise en danger de soi est liée à des relations sociales et affectives structurées par des transactions économico-sexuelles, qui ne prennent pas la forme d'une rémunération d'actes sexuels tarifés, ou pas explicitement, ou encore qui ne sont pas perçus comme tels, mais par exemple comme un cadeau valorisant, un soutien, etc. Donc on fait pas l'amour contre de l'argent, mais on fait l'amour contre un restaurant, ou contre une place sociale, ou contre une promesse d'embauche, ou contre appartenir à un milieu où il y a des belles voitures et puis le luxe, etc. Voilà. Donc c'est pas forcément contre de l'argent, mais c'est contre des avantages d'une autre nature. Quand on reprend dans le dictionnaire ce que veut dire un michet, donc un michet, c'est un homme qui paye les femmes autrement qu'en belles paroles. Voilà, je trouvais que la définition était intéressante. Et donc aujourd'hui, les ados, hein, quand elles parlent plutôt du michet ou du micheton, elles parlent plutôt du client. C'est la personne qui va finalement... voilà, c'est utilisé dans les deux sens. Quoi. La micheto, ça peut être pour la jeune fille qui pratique, ou ça peut être pour le micheton, ça peut être le client en face qui serait un petit peu le pigeon, comme disent les ados, mais en vrai, on va voir, hein, c'est plutôt lui qui a le pouvoir. C'est pas si... Voilà. Voilà, donc le michetonnage, hein, si on reprend le site aussi de la CPE, hein, c'est l'Agir contre la prostitution des enfants, c'est souvent des jeunes issus de quartiers populaires qui ont un idéal de vie fantasmé via la télé-réalité ou l'autre. Et l'effet Zaya, hein, cette nana qui a été offerte aux joueurs d'équipe de France et puis qui incarnait une forme d'accès au luxe, d'accès à une ascension sociale désirable hein, pour d'autres jeunes filles
Voilà. Souvent, c'est des ados qui auront une première expérience sexuelle ratée, avec la notion d'un désir d'amour envers les hommes, mais aussi d'un désir de vengeance. C'est-à-dire que l'idée que j'ai été l'objet de l'autre, je me suis fait avoir, et donc là, c'est moi qui voudrais prendre le pouvoir sur l'autre. Voilà. Souvent des ados qui sont tentés par l'accumulation des biens matériels. Et donc voilà, avec cette illusion ou cette tentative d'avoir du pouvoir et du contrôle. C'est-à-dire que les ados, quand elles sont dans ces rapports-là, elles sont persuadées, ou en tout cas, elles peuvent se raconter que c'est elles qui sont à la manœuvre. Donc c'est elles, à 13 ans, qui contrôlent le mec de 30 ans en face, qui les emmène dans tous les bons plans, etc. Mais c'est elles qui ont le pouvoir. Enfin, c'est cette tentative-là de reprendre du contrôle sur finalement ce qui nous aura échappé ou ce qui nous échappe. Mais en fait, bon, je le dis pas là, mais c'est évident que tous les rapports de pouvoir sont inversés. Donc il y a une asymétrie qui est liée à la place sociale, il y a une asymétrie qui est liée à l'âge, une asymétrie qui est liée au genre. Et en fait, très souvent, hors de pouvoir, évidemment, il s'inverse très, très vite. Et donc le michetonnage, on peut vraiment le penser comme une conduite à risque pré-prostitutionnel, avec un risque sanitaire, bien sûr, la question des IST, de la santé gynécologique, des problèmes somatiques récurrents, la question du risque social, de stigmatisation, des rumeurs, de rupture. La question des ruptures, c'est vraiment la plus grande porte d'entrée fréquente, en tout cas qu'on retrouve toujours dans les conduites prostitutionnelles. Donc de rupture familiale, de décrochage scolaire, d'abandon des projets d'insertion, parce que ça crée un peu une voie parallèle, idéalisée, rendue idéalisée généralement par les proxénètes, etc. Un risque de violence, bien sûr, d'agression et de violence sexuelle, un risque psychologique, donc de dégradation d'estime de soi, d'une confusion affective. Ça, c'est vraiment cardinal, à mon sens en tout cas, dans tous les enjeux de prostitution. Ou la question du rapport de force, du lien d'attachement et d'attente de reconnaissance par l'autre est emmêlée. C'est-à-dire que tout ça est emmêlé. Et induit une forme de confusion affective avec des jeunes filles qui sont extrêmement vulnérables à ce qu'on va appeler après des lover boys, donc des types qui se font passer pour le petit copain et qui en fait est le proxénète. Mais où ça s'est tellement confusionné, la question du rapport de force, du rapport d'amour et de la quête de lien d'attachement et de reconnaissance, qu'elles sont dans l'impossibilité de détricoter tout ça. Dans les risques psychologiques, bien sûr aussi, la question du trouble de stress post-traumatique, notamment quand il y aura eu des violences ou des menaces de mort, parfois. Le sentiment de décorporisation, ça, on en reparlera un peu après, parce que cliniquement, pour moi, c'est un des facteurs assez centraux d'explication de comment, après, cette question de la décorporisation, qui aura été inaugurale à certains moments donnés, c'est-à-dire qu'on sera clivé globalement du corps, de ce que ça fait vivre de douloureux dans le corps. Le psychisme s'est clivé du corps, avec un désinvestissement psychique de l'espace corporel. Et ça peut faire le lit, ou une manière de supporter les nouvelles conduites à risque ou les nouvelles violences auxquelles on s'expose par la suite. Et puis voilà, le plus grand risque, c'est celui évidemment d'entrer dans la prostitution, avec un risque accru dans les contextes d'errance ou de fugue. Donc la notion de cercle vicieux, qu'une image corporelle déjà lésée, notamment par les violences sexuelles antérieures, est un facteur de risque majeur à l'entrée en prostitution. Et à l'inverse, la pratique prostitutionnelle est une violence à l'intégrité physique et psychique de la personne, altérant elle-même la question de l'image corporelle. Et entretenant ces phénomènes comme ça d'autonégligence ou de décorporalisation, qui peut faire partie tout à fait des mécanismes dissociatifs. C'est comment, à un moment donné, quand on est exposé à des stress extrêmes, il y a quelque chose qui se dissocie entre la sphère affective et la sphère intellectuelle, cognitive, et ou la sphère corporelle. C'est-à-dire que ça voilà. C'est des mécanismes de protection un peu fonctionnels pour survivre à des situations extrêmes. Mais après, quand ça s'autonomise, en quelque sorte, ces mécanismes dissociatifs, ça expose aussi les ados à des itérations de situations de victimisation ou de violence accrues, parce que finalement, elles ont des seuils de tolérance tout à fait modifiés à la violence. Là, il y a une super thèse pour parler de ça, de la décorporalisation dans la pratique prostitutionnelle. C'est Judith Trincart qui travaille là-dessus, et elle reprend différentes manifestations dissociatives à l'œuvre dans les conduites prostitutionnelles. Alors déjà, dissociatives au sens de clivage un peu fonctionnel sur différents plans. Pas forcément dissociative au sens de la dissociation péritraumatique, mais en tout cas, c'est cette notion un peu de comment on sépare un peu des scènes de soi-même.
Donc d'une part, elle parle déjà du nom de guerre, hein, c'est-à-dire que très souvent, en fait, les ados n'ont pas du tout le même nom que leur nom de scène ou que le nom qu'elles utilisent quand elles sont en situation de prostitution, avec l'idée de pouvoir opérer justement une différenciation des aspects de soi-même, des facettes de soi-même, qui est aussi protectrice, à la fois pour l'identité administrative, pour la famille, et puis pour soi-même, et d'essayer souvent de donner aussi une identité sociale positive à la question de l'escorte, on va dire. Dans les aspects un peu de clivage aussi un peu fonctionnel, et que rapportent un peu tous les éducs, cette question de, c'est pas du tout la même ado la journée où c'est une petite fille en pyjama, voilà, que le soir où elle adopte la panoplie de la travailleuse du sexe, y compris physiquement, au niveau des vêtements, etc. Avec l'idée d'opérer une forme de coupure symbolique. Est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être qui voulait parler? Non, je pense que c'est une erreur de D'accord. Ok, bon, pas de souci. continuer. Ouais. Voilà, je passe là-dessus. Donc, dans les conséquences de la décorporisation, notamment, c'est ça, moi, qui me paraît intéressant à discuter, c'est les phénomènes d'hypoesthésie ou d'anesthésie, en fait, qui sont des troubles du schéma corporel, c'est-à-dire de la perception, y compris neurophysiologique, avec des seuils de tolérance à la douleur qui sont extrêmement augmentés. C'est des ados qui arrivent à l'hôpital avec des infections gynéco-hautes et qui n'en sentent rien. Vraiment. Enfin, moi, j'étais édifiée par plusieurs situations comme ça, où c'est des ados qui ont des seuils de tolérance à la douleur corporelle et aux signaux corporels qui sont complètement augmentés. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle des troubles du schéma corporel. Et puis, il y a aussi évidemment des troubles de l'image corporelle, avec notamment une absence de la question du désir ou de son désir à soi ou de son engagement à soi dans l'acte sexuel qui est complètement dévoyé ou voilà, avec des repères qui sont plus du tout raccord. Et ça fait le lit, enfin en tout cas moi je trouve que l'analogie est opérante avec les travaux de certains auteurs sur les mécanismes d'autonégligence dans la clochardisation. Et là, c'est Patrick Declercq qui parle d'un profond désinvestissement psychique de l'espace corporel. Et c'est vraiment ça qui se passe chez certaines ados qui ont un désinvestissement psychique quasi total de l'espace corporel. Et du coup, ça peut être font des infections. Nous, on en a une tout récemment là, qui a été hospitalisée pour un impétigo de jambes massif, mais une ado qui n'a plus du tout d'accès à son corps, tellement elle est full décorporalisée, dissociée, pour supporter aussi ceux des conduites à risque dans lesquelles elle est, très renforcée aussi par les toxiques et par plein d'autres choses à visée dissociante. Et ça marche très bien, mais ça marche si bien qu'elle n'a plus aucun accès à son corps. Voilà. La notion violence sexuelle dans l'enfance et prostitution, ça c'est un grand classique. C'est Aziz et Sadek que tu connais bien, Louis, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Sur je crois qu'il y a un autre ratio à 15 entre le sur-risque d'adopter des conduites prostitutionnelles à l'adolescence quand on a été exposé à des violences sexuelles dans l'enfance. Parce qu'en fait, il y a des phénomènes psychopathologiques communs. Donc notamment l'objectalisation du corps, qui est commun aux deux, aux violences prostitutionnelles et aux violences incestueuses, la soumission au désir de l'autre, donc la soumission au désir du client d'un côté et la soumission à l'abuseur de l'autre, l'achat du silence, donc la loi du silence, et puis la confusion affective inhérente à l'inceste, qui est la même que dans les conduites prostitutionnelles, avec une recherche effrénée du lien à l'abuseur qui est à la fois aimé et haï. C'est toute une ambivalence énorme qui pèse dans le lien à l'abuseur incestueux dans les histoires d'inceste et au proxénète, très souvent, dans les histoires prostitutionnelles. Ça, je vais passer là-dessus. Voilà. Et puis donc simplement pour vous dire un mot d'exploitation sexuelle des mineurs. Voilà. Donc on ne parle plus de prostitution des mineurs, on parle d'exploitation sexuelle des mineurs. L'idée étant terminologiquement de faire entendre la notion d'exploitation et pas de faire entendre la question de la part active des ados, mais de faire entendre vraiment la notion d'exploitation. Voilà, donc il y a plusieurs travaux qui font un peu autorité sur le sujet, donc notamment le rapport pour la justice de Aziz et Sadek, entre autres, et les collègues franco-canadiens en 2021. Et puis un travaux du Centre de victimologie des mineurs sur la prostitution des mineurs en France en 2022. Il y a aussi un super rapport pour l'ECPAT, qui est l'association de lutte contre la traite des êtres humains, qui a été fait par Guillaume Coron en 2023, qui est sociologue et qui est remarquable sur les profils un peu sociologiques et la typologie des parcours des ados en situation d'exploitation sexuelle en région parisienne.
Voilà, donc le phénomène d'exploitation sexuelle des mineurs, le changement terminologique, je l'ai dit, c'est un truc un peu compliqué, probablement parce que ça convoque 2 tabous sociétaux majeurs. Ça, c'est les collègues qui travaillent beaucoup dans ce champ-là qui le disent, hein, la notion à la fois du sexe, la notion de l'argent et la notion de violence, envers les enfants. Les chiffres sont difficiles à obtenir, hein, mais ce qu'on sait, c'est que c'est en augmentation croissante. Nous, les 2 grandes problématiques de l'ASE, chez nous, c'est, les MNA et c'est la prostitution des mineurs, hein. C'est le truc qui explose, quoi, globalement. Voilà, bon, je passe là-dessus. En ce qui concerne les profils des victimes, alors ça, je reprends les travaux c'est très majoritairement des jeunes filles de 15 à 17 ans en moyenne, vulnérables, avec voilà, plusieurs typologies de vulnérabilité. Provenant de tous les milieux sociaux. Et alors nous, paradoxalement, ce qui est le plus difficile pour les parents, pour les accompagnants à comprendre, à se représenter et à soutenir dans les prises en charge, c'est les ados de bonne famille. Voilà. Et on en a de plus en plus. Enfin, il y a un peu 3 profils types, mais notamment ce profil-là, il est comme si il y avait une telle disruption voilà, avec les codes du milieu social parental que ça fait vraiment violence. Et puis, bah, le grand classique, hein, chez tous les ados, hein, c'est difficulté à prendre conscience de leur statut de victime. Ça, c'est quasi tout le temps le cas. Voilà, donc ça, c'est le secrétaire général de la CPE qui présente ces jeunes filles, hein, enfin, ces jeunes filles, il y a aussi des jeunes garçons, comme des personnalités vulnérables ou un terrain psychologique fragile qui s'explique par un événement traumatique, inceste, maltraitance, accident, ou un cadre familial insécurisant, violence conjugale, alcoolisme, précarité. Cela entraîne des carences affectives, un manque d'estime personnelle, une crédulité excessive ou un attrait pour les conduites à risque. À partir de cette base, des circonstances particulières accroissent la potentialité de basculer dans la prostitution. Une rupture familiale, une période d'errance ou une addiction. L'élément déclencheur sera la mise en relation avec le milieu prostitutionnel par une personne déjà initiée, un proxénète, un loverboy, donc c'est un garçon qui prostitue sa copine, ou encore une amie de collège. Et ça, c'est de plus en plus fréquent. Les ados elles-mêmes victimes qui sont incitées à devenir recruteuses. Et ça marche beaucoup mieux parce qu'on a beaucoup plus confiance finalement dans une autre jeune fille en qui on s'identifie. Et voilà. Et voilà. Ça, je vous laisserai lire hein, les 2 phénomènes assez classiques. On retrouve souvent l'effet Zaïga d'un côté et le loverboy de l'autre. Au niveau du profil des victimes, 40 à 49% des victimes rapportent avoir subi des violences sexuelles et principalement intrafamiliales, et on considère que c'est largement sous-estimé. Hein. La prévalence des violences sexuelles antérieures chez les ados qui adoptent des conduites prostitutionnelles. Le plus souvent non révélées à la justice ou non sanctionnées, c'est-à-dire que la loi, enfin le tiers symbolique de la loi ne sera pas positionné à cet endroit-là. Bon, ça, c'est les travaux d'Aziz et Sadek dont je vous parlais, hein, avec la notion d'un odds ratio considérable. Ça Voilà. n'existe pas. Hein, Pour ceux qui ne connaissent pas les autres ratios, on pourrait dire que c'est un facteur de risque. 15, c'est énorme. Hein, voilà, exactement. c'est plus Ça que existe. l'alcool et le cannabis dans l'accident de voiture, quoi. C'est ça, exactement. Oui. Et puis, bah, les autres motivations rapportées par les ados, hein, donc la perspective de subvenir économiquement à ses besoins, de financer la consommation de cigarettes, de stupéfiants ou d'alcool, la course à la réussite sociale, hein, avec l'idée un peu de trajectoire alternative à l'école, hein, surtout quand à l'école il y a du harcèlement ou quand à l'école il y a des difficultés d'apprentissage, bah, hop, l'idée d'une trajectoire un peu parallèle. C'est des ados qui peuvent se faire 3 000 euros par jour. Hein. Enfin, c'est des chiffres d'affaires considérables. Hein. Donc ça peut être très tentant pour des jeunes. Voilà, ou la quête de possession d'objets de valeur, etc. Voilà, des trucs très ados hein, en dessous, hein, la question du désir d'indépendance, d'estime et de reconnaissance, qui viennent aussi rentrer en jeu dans ce qui vient favoriser un peu l'entrée en prostitution. Du point de vue des ados, hein, les aspects positifs hein, de la prostitution, il faut bien les entendre, sinon on ne peut pas les accompagner. Hein. Donc la question d'autonomie financière, avec la notion d'argent facile, en fait c'est pas du tout facile évidemment, hein, mais c'est ce que peuvent parfois dire les ados, et immédiat. La question du besoin d'affection et d'attention, hein, voilà, ça, c'est tout le temps sous-jacent. Avec le sentiment de reprise de contrôle sur sa vie, de là au moins c'est moi qui suis à la manœuvre, je ne subis plus, c'est moi qui suis à la manœuvre. D'appartenance à un groupe, hein, avec de reconstituer un peu petit groupe là, du réseau prostitutionnel comme étant un groupe d'allure un peu familiale, ou en tout cas au moins voilà, un groupe d'étayage, et être considéré comme un adulte. Hein, voilà, moi je suis grande, je fais comme les grandes, quoi.
Et puis les ados souvent utilisent des termes plus favorables, donc comme michetonnage ou escorting et pas prostitution, avec l'idée d'une connotation plus positive. Et donc quasi tout le temps, une difficulté à se reconnaître comme victime et donc une difficulté accrue pour les professionnels. C'est plus facile d'accompagner quelqu'un qui se dit victime d'un abus sexuel, par exemple, que quelqu'un évidemment qui se dit pas victime et qui dit je gère. Et c'est d'ailleurs le sens un peu de cette affiche, voilà, cette campagne d'information qui a été faite il y a pas longtemps, nous qu'on a vu un peu sur les arrêts de bus et tout, avec le je gère en gros, et puis en tout petit, tôt ou tard, vous n'arriverez plus à gérer. Et l'idée en fait de tous les accompagnants, c'est de pouvoir être là quand justement les ados sortent un peu de cette ambivalence. Enfin, ou en tout cas que ça bascule du côté de eh ben en fait c'est trop dur, j'en peux plus, ça me détruit, et là je suis épuisée, quoi. Ça, je vais passer assez vite, le profil des clients. Globalement, c'est 99 d'hommes et c'est monsieur tout le monde. C'est ça qui fait aussi violence, mais bon, je vous laisserai lire ça, avec des espèces de mécanismes dénégatifs absolument remarquables, quand on interroge les gens, qui peuvent dire, au moins, «Elle mange à sa faim» ou «C'est juste un échange de bons procédés», voilà, et voire même, «Bah, je suis bien gentil parce que comme ça, je lui donne de l'argent et puis elle peut subvenir à ses besoins», voilà. Il y a des mécanismes négatifs massifs chez les personnes qui consomment de la prostitution d'enfants. Profil des proxénètes, bah là, c'est plus quand même un continuum du côté un peu délictuel, avec souvent des personnes qui ont déjà tout un autre ensemble de petits délits à leur effigie, puis qui sont attirées par le gain. Parce que maintenant, c'est beaucoup plus rentable en fait d'être proxénète pour des jeunes ados que d'autres formes de délictualité. Et puis, ben, parfois, il y a il y a toute une partie, des proxénètes qui ont eux-mêmes été, victimes et qui, hop, grimpent un peu comme ça dans les échelons et qui, deviennent eux-mêmes, proxénètes. Ça, je vais passer assez vite, là-dessus. C'est juste pour vous dire, c'est très organisé, la prostitution. C'est plus du tout de la prostitution de rue, en tout cas, c'est très minoritaire. Très souvent, c'est des jeunes qui sont abordés aux abords des gares, des écoles et des établissements de la protection de l'enfance. Ça, je pense que vous avez le même problème que nous, mais nous, globalement, l'IDEF, c'est des portes d'entrée majeures, des réseaux de proxénètes. Les réseaux sociaux aussi, très souvent. Voilà, et donc généralement maintenant nous la prostitution elle s'organise, dans les chambres d'hôtel, les Airbnb, les zones industrielles et qui sont louées pour, voilà 1 semaine, 10 jours et où il y a toutes les passes, qui s'organisent et puis après hop, ça change, d'endroit. Les 2 grandes lois, dans les organisations prostitutionnelles pour les jeunes, c'est, l'instauration rapide d'une loi du silence, tout le temps, C'est la question des menaces, des violences, des séquestrations ou d'une dépendance par les toxiques. C'est-à-dire que de rendre un ado addict aux toxiques, ça pousse après à ce qu'ils doivent avoir de l'argent pour financer ces toxiques ou avoir des fournisseurs de ces toxiques qui parfois sont les mêmes que les réseaux de proxénètes. Donc voilà, cette question de l'instauration dans un système d'emprise, en fait, c'est comme ça qu'on peut le dire. Et puis la stratégie d'isolement du mineur, de sa famille, de ses amis, de l'école, avec l'accroissement d'une dépendance affective, un climat de peur et une inversion de la culpabilité, qui est quasi là tout le temps aussi. Et puis que les victimes sont incitées à se transformer en recruteuses, et donc à passer elles-mêmes de l'autre côté de la barrière, et donc à être encore plus piégées finalement, parce que se sentant elles-mêmes voilà, très actrices finalement dans le réseau. Du côté de... J'ai encore 3 diapos. Est-ce que c'est bon? Oui, oui, très bien, très bien. Vas-y, tranquillement. D'accord. Bon, et ben, d'accord. Du côté de la prise en charge, bah, alors il y a pas de solution miracle, mais peut-être ce qui est important de se dire, c'est ne pas s'attendre à rencontrer la victime idéale, C'est quasiment tout le temps des ados qui vont vous dire qu'elles ne sont pas victimes, qu'elles gèrent et qu'elles ont pas besoin de vous. Donc en fait, nous, les méthodologies de positionnement qu'on a, c'est vraiment une approche de réduction des risques, un peu comme les addictos, parce que c'est vraiment des logiques addictos, en fait, qui sont à l'œuvre. Donc la question de la réduction des risques, c'est de pouvoir accompagner, d'être auprès des ados quand c'est possible pour elles, de pouvoir entendre ce qu'elles nous racontent des violences qu'elles vivent et d'essayer de les accompagner il y a encore un petit bruit. Je sais pas si quelqu'un peut couper le micro? Oui, Madame Keriou, si vous pouvez couper. Merci. Donc voilà, la question de la réduction des risques, donc c'est de pouvoir essayer, déjà qu'elles se protègent, peut-être déjà qu'elles prennent la pilule, peut-être mettre en place la PrEP, là, la question de la prévention, sur les infections sexuellement transmissibles. Voilà, donc c'est d'être en mode réduction des risques. La question d'accès à des hébergements d'urgence, ça, en tout cas, nous, vraiment, sur la métropole, on se rend compte que c'est hyper important. C'est-à-dire que quand les ados, elles reviennent demander à pouvoir se poser quelque part, il faut pouvoir qu'elles puissent se poser quelque part. Donc, il faut qu'il puisse y avoir des lits un peu vides H24, quoi, des places un peu comme ça d'urgence, pour qu'il y ait un lieu secourable, identifié, qui soit répondant.
Parfois, les propositions d'éloignement, c'est-à-dire de pouvoir s'extraire de l'emprise du réseau, c'est quand même important, hein, donc avec des espèces de conventions entre départements ou entre régions. L'accompagnement pluridisciplinaire, hein, donc nous, c'est pour ça qu'on essaye enfin, moi, la consulte que je fais, je la fais à l'hôpital pédiatrique, c'est-à-dire qu'il y a les pédiatres à côté et les addictologues, parce que très souvent, il y a des séquelles multiples, hein, ou des dimensions multiples par lesquelles il faut pouvoir en tout cas une porte d'entrée dans le soin. Les plannings familiaux aussi, ça marche quand même assez bien. Et parce que parfois, des fois, il y a des ados où on va pouvoir les rencontrer qu'autour de la question du corporel, autour de la sexualité, et pas du tout autour de la sphère psychique. C'est pas grave, il faut commencer par ce qui est possible, quoi. La question des fugues et des errances, hein, évidemment, alors après, on peut pas empêcher les ados de fuguer, mais en tout cas, on sait que c'est des périodes à très haut risque. Et donc l'enjeu du travail socio-éducatif au retour de fugue, hein, c'est d'être toujours dans une posture d'accueil, de re-narcissisation, hein. C'est quand même vraiment cette dimension-là qui sous-tend aussi quand même les conduites à risque. Donc dans une écoute bienveillante, un accompagnement à la reconstruction, à la revalorisation de l'image euh, d'elle-même, hein, souvent qui est dégradée, et de maintenir la question d'un accueil inconditionnel. Ça, c'est vraiment très important. Au niveau local, nous, on a en place une SESMIVIP, qui est un espace qui est assez chouette, très pluriprofessionnel. Donc, il y a le parquet qui vient, les services enquêteurs, la protection de l'enfance, bien sûr, l'école, le soin. Moi, j'y suis. Et puis, il y a aussi une équipe mobile protection de l'enfance. Il y a l'amicale du nid, qui est la grosse asso qui accompagne les ados. Voilà, principalement. Et du coup, les travailleurs sociaux référents des situations des adolescentes victimes d'exploitation sexuelle viennent présenter à la commission la situation de l'ado et on essaye de réfléchir tous ensemble à qu'est-ce qu'on peut proposer. Voilà. Et puis, il y a aussi, voilà, et surtout, le responsable de tous les lieux de placement. Donc, ça permet de construire des solutions un peu sur mesure et puis en essayant de penser les timings, quoi. Que des fois, le soin, de toute façon, là, c'est pas possible. Par contre, de pouvoir éloigner l'ado du réseau, là, ça paraît essentiel. Enfin, voilà, on essaie de construire un peu. Et puis, quand même, la question de la reconnaissance juridique du statut de victime, donc avec le parquet, beaucoup, c'est quand même un enjeu super important. Donc, on a fait pas mal de groupes de travail là, depuis 2 ans, un groupe de travail avec le champ du judiciaire principalement, donc avec une trame de signalement spécifique et des liens privilégiés avec le parquet pour la question des ados en situation de prostitution. Un deuxième groupe de travail plutôt prévention et sensibilisation, donc avec l'Amicale du Nid qui a mis en place tout un ensemble de modules de formation auprès de tous les plannings familiaux et de tous les établissements scolaires et de toute la protection d'enfance de chez nous. Et puis une adaptation de l'offre, hein, avec l'idée que les structures de l'ASE actuellement ne sont pas adaptées à ces ados-là, parce que d'une part, il y a des phénomènes de contagion au sein des établissements, avec une pluralité des rôles, avec des ados qui passent de victimes à proxénètes. Et puis voilà, vraiment ces phénomènes un peu de contagion, parce que c'est des ados très vulnérables, très poreuses quand même, et où du coup, voilà, il y a des phénomènes comme ça, très groupaux qui sont à l'œuvre. L'épuisement des travailleurs sociaux, hein, et la multiplicité des lieux de placement. C'est voilà, c'est pas en moyenne, mais par exemple, des ados qui ont fait 22 lieux de placement et qui épuisent un peu tout le monde, hein, parce que les travailleurs sociaux sont très impuissants et ça leur fait vivre une violence terrible, hein, d'être spectateurs, témoins impuissants de ce qui peut être vu comme des phénomènes comme ça d'autodestruction des jeunes. C'est très violent en fait pour les travailleurs sociaux qui sont bordés par ces situations-là. L'idée de pouvoir avoir des lieux de répit et d'accueil inconditionnel avec un appui éducatif réel, et donc avec vraiment des moyens un peu spécifiques sur ces lieux-là. Et puis des soins primaires avec quelque chose vraiment de la restauration des enveloppes primaires qui est souvent nécessaire. Et puis des propositions de mise au vert, donc de possibilités d'éloignement. Voilà, là vraiment c'est l'éloignement des réseaux, des emprises, des proxénètes, parfois même des violences, des menaces de mort, des trucs comme ça. La question des emprises multiples qui interagissent les unes avec les autres, au niveau des drogues, des toxiques, on va dire, ou des produits de manière générale, du réseau, des emprises relationnelles. Voilà. La question des enjeux de déscolarisation, d'agressivité, de destructivité, ou qui peuvent être vécus comme tels. En fait, c'est pas. Enfin voilà, on peut vraiment aussi l'entendre autrement. Mais en tout cas, il n'y a pas que de la destructivité à l'œuvre, il y a aussi des tentatives un peu de faire face à des événements ou notamment à des traumas. Mais bon, voilà, avec en tout cas des enjeux de remaniement d'identité sociale, aussi des ados qui retrouvent une place et un rôle dans le groupe prostitutionnel. Et ça, c'est très difficile après à déconstruire, parce que du coup, l'identité sociale positive se remanie du côté de la réussite à ramener des nouveaux clients ou des nouvelles jeunes filles. Voilà, et ça, c'est vraiment des enjeux identitaires autour de ça.
Et puis des ados qui sont polyfugueuses, ça c'est un grand principe. Et du coup, même au niveau des accompagnements soignants, la question du rendez-vous tel jour à telle heure, souvent, c'est des ados qui viennent pas. Alors c'est très important de pouvoir donner des rendez-vous parce que ça signifie un portage, une préoccupation continue dans la tête de l'autre, mais il faut aussi être tranquille avec le fait que des fois, elles viennent pas au rendez-vous. Voilà, donc en tout cas, les structures de l'ASE sont pas adaptées en l'état. Donc nous, il y a tout un ensemble de transformation d'offres locales qui s'est mis en place et qui est en place, avec des nouveaux dispositifs éducatifs. Le STEP, c'est des services de transition et d'accompagnement éducatif personnalisés, avec des systèmes un peu de fil rouge, donc d'éducs qui sont un peu en mode H24, qui vont rencontrer les ados partout où elles sont, et partout où elles veulent bien être rencontrées, et puis qui sont très en ligne aussi par chat, etc., avec les ados. L'idée étant de maintenir un fil ténu, tant pis, mais un fil quand même, de lien. Lilo, là aussi, qui est une structure pour le coup d'hébergement avec des jeunes filles en multiplicité, un peu de rupture et d'errance, avec un accompagnement éducatif là aussi renforcé. Ligne 37, c'est une équipe mobile un peu style maraude dans les quartiers sensibles où nous, il y a tous les ados en errance globalement, que ce soit MNA ou que ce soit ados victimes de prostitution. C'est les mêmes réseaux d'emprise, avec des réseaux d'emprise de toxiques notamment qui pilotent un peu tout. Et Ligne 37 vont dans ces endroits-là, et puis ont en tête les ados, et donc essayent de maintenir là aussi un fil de lien. Et puis l'équipe mobile mineure de l'Amicale du Nid, qui fait des co-accompagnements éducatifs en référence éducative avec l'ASE après décision de la SESMIVIP. C'est des situations qu'on traite en SESMIVIP, et puis on essaie de mettre en place des accompagnements spécifiques pour certaines ados. Et puis au niveau du soin, il y a l'équipe mobile Résilu. Ça, c'est le docteur Séverine Lejeune, qui est médecin référent. C'est une équipe mobile pédopsychiatrique à destination des structures de l'ASE. Et puis moi, je fais une consulte de trauma complexe sur la HFME où je travaille, notamment pour les ados en situation d'exploitation sexuelle. Donc voilà, l'idée, c'est de travailler un peu en maillage et d'amener les ados aux soins, enfin moi pour ma partie, quand c'est possible, très en lien notamment avec les plannings familiaux et puis avec les structures éducatives. Voilà, on s'est pas mal inspiré, notamment pour l'ILO, ou pour le STEP, d'un dispositif un peu pilote qui avait été mis en place à Metz, qui s'appelle le dispositif Mousqueton, avec l'idée d'un accueil inconditionnel des ados, donc avec des financements de lits vides. C'est ça qui était nouveau au niveau des structures de l'ASE, c'est de financer des lits vides pour que quand les ados elles veulent venir se poser, elles puissent venir se poser. Et donc elles sont accueillies, et puis le lendemain ou le surlendemain, l'idée est de les réaccrocher à leur structure de référence. Mais qu'en tout cas, c'est des lieux un peu d'accueil comme ça. Et avec des équipes dédiées à une vingtaine de jeunes en fugue, sachant que ça prend un temps fou, parce que c'est des ados qui vont en fugue à Marseille, à Perpignan, etc. Voilà. Et donc avec l'idée d'un suivi et d'une communication qui perdure un peu toujours par les réseaux sociaux. Donc avec vraiment ce principe de continuité et d'aller vers. Voilà, et j'en arrive à ma dernière diapo. Donc voilà, après avoir discuté tout ça, moi les questions que je trouve intéressantes, en tout cas de mobiliser nous les soignants, les accompagnants, autour de cette question de qu'est-ce qu'on en pense quand les ados nous disent je choisis de me prostituer ou je suis libre. Voilà, ce qu'elles nous disent quasiment toutes. Et pour moi, on peut avoir en tête un peu 3 niveaux de détermination implicites quand même qui s'apposent à elles. Donc dans un premier temps, la sphère, la représentation sociétale intériorisée, c'est ce qu'on discutait en début de topo, donc la question de l'hypersexualisation sociale, des stéréotypes de genre, comment on se construit pour être une femme valable dans notre société, la pornographie et puis la culture du viol qui imbibe quand même l'arrière-fond dans lequel on évolue. Donc ça crée quand même un premier niveau de détermination implicite. Un deuxième niveau de détermination qui est organisé par le système d'exploitation sexuelle en lui-même, donc par les gangs, par les loverboys, c'est des trucs très organisés, c'est pas du tout à l'arrache, c'est très organisé. La loi du silence et l'isolement dans lesquels sont maintenus les ados, donc avec des mécanismes de confusion et d'enfermement psychique qui sont à l'œuvre, donc ce qu'on peut appeler de l'emprise, qui sont orchestrés par des systèmes d'exploitation en face. Donc c'est un deuxième niveau de détermination. Et puis un troisième niveau de détermination qui résulterait plus de ce qu'on pourrait appeler la psychopathologie. Donc avec des psychopathologies vulnérabilisantes, donc notamment les violences sexuelles, la question des mécanismes très à l'œuvre dans le trauma, donc la remise en acte, l'identification à l'agresseur, la transformation de ce que j'ai subi en ce que là moi j'agis. Donc comment essayer de réadopter un rôle finalement comment aussi s'opère des fois la transformation victime-bourreau, toute cette question de comment je fais pour reprendre un peu de contrôle, de marge de manœuvre par rapport à ce que j'ai vécu.
Et toutes ces notions principalement de décorporalisation et de dissociation qui sont quand même très présentes dans les violences sexuelles, dont prostitutionnelles, parce que ça permet justement de supporter des choses insupportables. Et puis, il ne faut pas oublier les autres enjeux adolescents qui sont aussi à l'œuvre, parce que ça reste des ados, donc la question de l'émancipation, enfin du désir d'émancipation, de l'autonomie financière, etc. Et donc tout ça crée un niveau qu'on pourrait plutôt appeler des contraintes internes. Et donc nous, d'avoir en tête un peu ces 3 niveaux aussi de détermination, en tout cas, pas forcément d'enfermement, mais en tout cas de détermination, dans lesquels sont aussi pris les ados, au-delà du fait de dire je veux ou je choisis, et ben ça permet aussi de les accompagner sur ces niveaux un peu de complexification quand on en discute, quoi, de ce dans quoi elles sont prises. Avec l'idée que la visée de tout soin psychique, voilà, moi je dis, c'est pas des extraits des conduites, mais c'est par contre d'essayer de les accompagner à retrouver un minimum de marge de manœuvre interne par rapport à ce qui les détermine. Donc c'est aussi de pouvoir travailler justement sur les déterminants pour justement retrouver un peu de marge de manœuvre dessus. Et c'est peut-être un peu ça la visée de tout soin ou de tout accompagnement. Voilà, je suis désolée, j'ai débordé, mais peut-être qu'on peut quand même prendre un temps de discussion. Bon, merci beaucoup, Pauline. C'était vraiment très riche. Pour ceux qui sont arrivés en cours, j'aurais dit que c'est Pauline Espy, docteur à Lyon, qui a pu faire cet exposé. C'est extrêmement riche. Moi, comme ça, j'ai envie de faire on voit qu'il y a un engagement important aussi autour de ces questions-là, qui sont des questions compliquées. Les mineurs voilà, exploités, très vulnérables, les MNA aussi, on voit que tu travailles avec eux. En prenant le prisme un peu des institutions, puisque c'était un peu voilà, ce qu'on essayait de nourrir la réflexion autour voilà, de l'accueil. Comme ça, j'aurais plusieurs remarques pour relever des points. Parce que finalement, tu parlais de l'aspect voilà, d'hypersexualisation par voilà, d'abord l'aspect, enfin, tous je dirais les stéréotypes sociaux qu'on a bien intégrés sur des générations, on va dire. L'autre aspect, en dehors du caractère de l'hypersexualisation, c'est la violence qui est véhiculée aussi par ça, que je trouve un peu intéressant de souligner. Je reprends, voilà, c'est les travaux sur les climats scolaires qui mettent ça bien en avant, pour donner un exemple. C'est-à-dire quand vous êtes dans un climat groupal, on va dire, où des valeurs superficielles sont promues, comme par exemple la beauté, voilà, le côté sex symbole, populaire, vous créez des positions, des relations qui sont assez instables parce qu'elles sont généralement construites sur des choses assez superficielles. Et donc, pour maintenir des positions dans un groupe dans lequel vous avez des relations instables, vous devez maintenir des liens assez agressifs. Ça promeut la violence et l'agressivité, en plus de promouvoir, je dirais, une image de la sexualité, contrairement à un climat qui serait sur des valeurs plus profondes, comme, je ne sais pas moi, l'empathie, le respect de l'autre, enfin, je ne sais pas, voilà, d'autres valeurs qui construisent des relations, on va dire, plus stables et donc qui n'ont pas besoin de recourir à l'agressivité pour maintenir des positions ou maintenir des relations. Et donc ça, c'est un premier aspect, enfin, c'est un autre aspect, je dirais, l'aspect de violence en plus de l'aspect je dirais, de la sexualisation. Quand on promeut, on va dire comme ça, des valeurs superficielles autour de la beauté, du sexy et de tout ça, et qui est à l'œuvre dans nos institutions. C'est ça qui est. Et souvent, moi je trouve intéressant, parfois dans les dynamiques de groupe, on voit quand on reprend avec les adolescents, nous ce qu'on appelle les groupes soignants soignés, mais je veux dire qu'ils peuvent exister d'autres manières dans les institutions, de pourquoi on est là, des valeurs qu'on défend. C'est souvent une manière assez simple, j'allais dire, de retourner un peu la dynamique de groupe qui peut être branchée sur des valeurs très superficielles. Voilà, pourquoi on est là, pourquoi est-ce qu'on finalement on se bat pour vous, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui fait finalement nos valeurs au niveau des institutions, et auxquelles les ados peuvent s'identifier et du coup aussi se retrouver sur autre chose. C'est parfois une manière qui permet je dirais, je dirais de changer la dynamique du groupe qui est parfois branché sur des choses superficielles, assez violentes. Le deuxième point que tu as dit, c'est la question de reprendre le contrôle. Finalement, voilà, ces conduites à risque, il y a quand même voilà, une tentative de l'adolescent de redevenir acteur voilà, de quelque chose, de reprendre le contrôle sur sa vie, son quotidien, une illusion de liberté. Voilà, et ça, c'est un point aussi qui est compliqué, je trouve, où c'est difficile de lutter
parce que, voilà, je dirais, voilà, un enfant, même mis sous protection à l'hôpital ou dans la protection de l'enfance, il va perdre complètement le contrôle sur sa vie. C'est-à-dire, voilà, les décisions sont prises, je dirais, par des interlocuteurs un peu souvent inaccessibles à deux, trois étages au-dessus de lui. Quand il formule une demande, bon, voilà, ça passe par les prismes de l'éducateur, de l'équipe suivante, de l'équipe d'après, de la chef de service, du machin, de trucs. Donc finalement, il y a aucune réponse qui est donnée. Sa parole, elle tombe dans des limbes, on va dire. Et pour obtenir un paquet de cigarettes, il faut, je dirais, voilà, arriver à joindre le préfet, quoi. Et donc, ou le juge des enfants. Et donc, il y a un aspect complètement aliénant, finalement, en même temps qu'il y a un désir de protection. Et d'arriver à redonner à cette parole ben, une butée, le sentiment qu'elle ait entendu, mais vraiment une réponse. Qu'il ait le sentiment d'être vraiment interlocuteur, d'être co-constructeur de son parcours, tout ça. C'est vraiment un point important qui aussi parfois permet de lui... Enfin, parce que le trauma en particulier, c'est ça, c'est la perte de contrôle sur sa vie. L'agresseur reprend le contrôle et puis du coup, on doit gérer une situation dont on a perdu le contrôle. Et donc, protéger, ça devrait être aussi ben, rendre une part de pouvoir sur sa vie, sur ses décisions, qu'on prend. Et donc, cette dimension enfin, voilà, de redonner un pouvoir de décision à l'enfant. Pourtant, il est perdu, il est plein de mauvaise foi, il n'a que des demandes inadaptées. Et il faut arriver malgré ça, si possible, je dirais, à lui redonner un pouvoir de décision, à entendre quelque chose dans ce qu'il demande, qu'il ait le sentiment d'être entendu et que ça, qu'il voit là, je veux dire, concrètement quelque chose bouger quand il ouvre la bouche, quoi. Et ça, c'est un point, enfin, un deuxième point par rapport à la question de perte de contrôle qui me paraît important de travailler au quotidien dans les institutions. Et, ensuite, je voulais juste, enfin voilà, euh, sur l'autre aspect qui est compliqué, c'est que voilà, on a affaire à des enfants, voilà, on l'a vu, les études de Aziz et Sadek sont éloquentes, je dirais, sur, voilà, qui ont vécu du trauma petit, qui sont survulnérabilisés, qui ont cet abandon du corps, enfin, qui sont complètement, je dirais, déshabités de leur corps. C'est typiquement ces jeunes filles qui ont l'air de maîtriser comme ça les choses, mais quand arrive le moment des règles, ben, les serviettes finissent dans les tiroirs et dans les placards. Enfin, voilà, elles sont incapables de gérer leur intimité. Je dirais là, les menstruations, c'est assez, je trouve, c'est un signe qui est, je dirais, quasi pathognomonique, c'est-à-dire quasi systématique. De jeunes voilà, qui savent pas gérer les menstruations, comme ça, il y a une incapacité à investir le corps alors elles vont à l'école et elles vont, enfin, et comme ça, elles font illusion. Et donc, on voit le décalage, je dirais, entre l'investissement du corps et puis ce qu'elles peuvent montrer d'à peu près qui peut sembler tenir la route comme ça. Et, en fait, quand on va leur proposer une relation stable, donc elles ont ce vécu traumatique dont elles n'ont pas tellement conscience. Elles ont eu des stratégies de dissociation assez jeunes et quelque part, elles ont déshabité, enfin, la question de la limite de ce qu'elles vivent, de la réalité de ce qu'elles vivent, elles ne mesurent pas tellement. Tu prenais l'exemple de jeunes qui arrivent, je dirais, quasiment en péritonite sans se plaindre, quoi. Et le, et finalement, quand on va leur proposer une relation saine, peut-être qui tient la route, un éducateur voilà, de confiance qui arrive à installer quelque chose et tout ça, ça va avoir un effet traumatique parce que la relation saine, par contraste, va révéler je dirais, le trauma qu'elle a vécu. Et donc, c'est au fur et à mesure enfin, je dirais, d'une rencontre constante avec, je dirais, un éducateur, une éducatrice qui respecte les limites, qui pose la question avant d'entrer dans la chambre, enfin, qui fait vivre un monde inconnu complètement. Qui va révéler l'intensité du trauma à la personne enfin, qu'elle a vécu quelque part et amener une prise de conscience qui est très perturbante. Et donc, parfois, proposer l'accueil, proposer la rencontre saine et tout ça amène des perturbations et déstabilisantes pour l'enfant. Et ça, il faut pouvoir l'accueillir. C'est-à-dire que vous accueillez un enfant à peu près, j'allais dire, qui est un peu stable. Et puis, plus vous introduisez la relation, plus quelque part, vous provoquez une forme de décompensation.
enfin, ou en tout cas une confrontation au trauma ou une prise de conscience du trauma qui est très symptomatique et qui peut faire peur aussi, je dirais, voilà, qu'est-ce qu'on accueille, ça se dégrade, elle ne respecte pas. Enfin, et il faut être prêt à résister, je dirais, à ce que notre rencontre va provoquer pour tenir bon, pour que ça puisse redescendre ensuite et être structurant. Et ça, c'est un point. Or, parfois, avec, Mhm. quand justement ça émerge, on se dit qu'on se trompe, on fait un mauvais chemin, donc on change tout, donc on change les interlocuteurs. Enfin, voilà. Et c'est pas fort. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut être prêt, à mon avis. Bon, il y aurait mille choses à dire. C'est très, très riche. Je passe la parole au. Je ne sais pas si tu veux rebondir, mais on peut passer la parole un peu à la salle, sinon. Voilà. Ouais, bien sûr. Juste te remercier parce que j'avais jamais vu les choses comme ça, quoi. Merci Louis enfin, de pouvoir faire entendre le. En effet. Enfin non, mais c'est très très parlant cliniquement ce que tu dis. Merci. En effet, cet effet que parfois voilà, de soi-même être dans quelque chose d'assez sécure envers l'autre, et ben en creux, ça révèle l'immensité de ce qui ne l'a pas été jusqu'alors. Enfin, je l'avais vraiment jamais entendu comme ça, donc merci de le souligner. La question de respecter la liberté aussi de ces ados pour que ce soit eux-mêmes. Ah. Ça pose aussi la question de respecter la liberté de ces ados, parce que c'est cette liberté qui va permettre de déterminer le tempo auquel ils souhaiteront investir la relation, aussi où ils pourront vérifier qu'ils peuvent s'en extraire et que donc, du coup, la relation ne pourra pas être trop menaçante pour eux. C'est-à-dire dans ces allers-retours, ils vont venir inscrire quelque chose, ils vont faire en fonction d'un vécu interne, ils vont arriver à apprivoiser un vécu qui n'était jusqu'alors inaccessible, qui était même, qui n'avait pas lieu d'être. Mais justement, apprivoiser cette relation dans la réalité, ce qui suppose de supporter des absences, mais de toute façon, tous les dispositifs que vous mettez en place actuellement le prévoient, ça, pour justement permettre ces allers-retours et que petit à petit, il y ait quelque chose qui vienne s'inscrire relationnellement, mais aussi dans le rapport au corps de ces ados, dans le rapport à leur histoire et dans le rapport à leur existence. Et quelque part, ces allers-retours peuvent permettre qu'ils se réemparent de tout ça. C'était Antoine Lally, qui est le psychologue de la Maison des Ados. Mm. Pour ceux qui veulent poser des questions peuvent défaire leur, comment on appelle ça, le micro et prendre la parole peut-être, parce que le fil de discussion, je ne sais pas où il est. Ouais. Ou alors écrire dans le chat, voilà, je viens de le trouver. Ouais. Vous pouvez poser des questions dans le chat et je les relayerai sinon. Je ne sais pas si tu veux, sinon tu peux réagir en attendant. Non, non, mais je suis entièrement d'accord. Enfin, avec ce que vous dites tous les deux, quoi, cette question de la, de. En fait, moi, ce que je trouve, enfin, on en a déjà discuté, Louis, c'est aussi comment la question du trauma complexe, elle vient aussi interroger nos institutions. C'est-à-dire dans quelle mesure nos institutions, quand en effet elles ne euh, elles n'entendent pas la parole des adolescents ou elles ne remettent pas l'autre en position de sujet, etc., et ben, elles rejouent des phénomènes un peu d'aliénation ou d'écrasement de la parole de l'autre, etc., qui entretiennent ou participent eux-mêmes des phénomènes de silenciation qui sont déjà à l'œuvre dans le trauma. Et que du coup, bah, d'autant plus les ados, il faut qu'ils fassent des passages à l'acte ou des trucs encore plus florissants pour se faire entendre. Enfin, et que ça vient aussi nous interroger sur nous, comment en effet, dans nos postures d'adultes et d'institutions, la question de la reprise de pouvoir sur son existence de l'autre, on la fait rentrer dans nos soins en tant que telle, quoi. Mm. Donc ouais, bien d'accord. Que les Canadiens appellent voilà, la revictimation. Ouais. Ouais, mais tu vois, nous, par exemple, même sur s'interroger sur dans quelle mesure la question de la contrainte, de la contention, etc., on la manie. Ça me fait penser aux approches informées trauma, quoi, enfin, que développent beaucoup Mm. les Canadiens. Et comment nous, dans nos hôpitaux, des ados, enfin, comment on veut à tout prix protéger l'autre et qu'en voulant à tout prix protéger l'autre, parfois on est extrêmement iatrogène, Mm. en ayant recours à des escalades de contention ou de contenance qui parfois sont, enfin, en tout cas, de toujours s'interroger sur dans quelle mesure on est remis nous-mêmes en position de bourreau, ce qui nous fait vivre une violence terrible à tous. Voilà, et comment on la manie dans ces enjeux de, 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 de trauma et ce que viennent chercher les ados auprès de nous, quoi. Et, mm. Le sujet est lourd, hein, la parole n'est pas facile à prendre.
Je sais pas si d'habitude, il y a quelques questions. Ah, voilà. Merci, oui. Bonjour, moi je suis Céline Bernadou, je travaille au sein médico-social de Fumel. Et donc je travaille dans le service action de santé PMI. Donc j'ai deux casquettes. J'ai la casquette centre de santé sexuelle, ex-CPEF, et la casquette où je m'occupe des agréments des assistants maternels et assistants familiaux. Donc, ce qui est dit par rapport aux enfants qui peuvent être parfois placés, je rejoins tout à fait ce qu'a dit, je ne connais pas le monsieur qui est intervenu tout à l'heure. Effectivement, ça peut être violent pour certains enfants, parfois placés dans les familles d'accueil, où justement, les repères qu'ils ont, ce n'est pas ceux que vous avez l'habitude d'avoir. Et souvent, voilà, on a certains, quand je fais des renouvellements avec les assistants familiaux que j'ai en charge, voilà, il y a des échanges sur ce sujet-là. Mais là, je ne suis pas là pour parler de la partie assistant familial, je suis plutôt là parce que moi, en fait, j'interviens dans les collèges et lycées sur tout ce qui est éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc, moi, je suis plutôt dans la partie prévention, on va dire. Mais effectivement, je me pose toujours la question quand j'interviens, voilà, sur les sujets, parce que parfois on peut avoir des questions. Voilà, j'essaye d'être assez vigilante, parce que ça peut arriver. Hein. Parfois, certains élèves ne vont pas forcément venir d'un groupe, mais peuvent venir nous voir à la fin ou aller voir l'infirmière scolaire après pour justement évoquer certaines situations. Et voilà, donc moi, c'est plutôt mes questions sur, en fait, alors, comment dire, on fait travailler avec le violentomètre au niveau des secondes des lycées, on les a fait travailler sur le violentomètre. Et effectivement, voilà, ça a été évoqué le michetonnage, enfin, voilà, on essaie d'aborder ces sujets-là. Mais comme je dis, moi, j'ai plutôt dans la partie prévention. Donc voilà, donc j'essaie vraiment de savoir voilà, les limites, enfin, ce qu'on peut dire et pas dire, pour pas justement renvoyer à certains élèves. Hein, parce que, voilà, même si au début on met en garde, en tout cas je mets en garde, ce qu'ils vont entendre, ça peut parfois les renvoyer à des situations qu'ils ont pu vivre ou qu'ils vivent, pour justement un petit peu préparer, pas le terrain, mais un petit peu, parce que c'est quand même un thème qui est assez difficile on le voit bien, chez les adolescents. Donc 4e, 3e, c'est compliqué. 6e, 5e, on est sur la puberté. Et là, aujourd'hui, depuis le début d'année, on démarre avec des primaires, donc du CP au CM2. Donc voilà, donc c'est quand même assez. Le primaire, c'est tout nouveau pour moi. Enfin, en tout cas, on démarre juste cette année. Et effectivement, vous voyez, cet après-midi, voilà, on a eu un petit garçon, un CP, voilà. C'est un petit peu, la parole, c'est un petit peu, il s'est lâché, quoi. Donc c'est vrai que comment prendre cette parole. Donc après, on a vu avec son professeur des écoles, hein, voir comment, voilà, on va pouvoir travailler sur cette parole. Mais c'est vrai que c'est des sujets. Voilà, ce n'est pas toujours simple à aborder avec les enseignants, avec les élèves. Les parents sont assez réticents. Voilà, parce que, dès qu'on évoque la partie vie affective, relationnelle et sexuelle, alors dès qu'il y a la partie sexuelle, on sent vraiment que c'est quelque chose de tabou. Enfin, il ne faut pas en parler, c'est compliqué. On a des populations, parfois aussi, c'est compliqué, puisque dans les familles, ils n'en parlent pas. Tout dépend aussi des milieux d'où ils viennent. Voilà, on se retrouve aussi avec des élèves qui se bouchent les oreilles, qui se fait tout dans les yeux parce qu'ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas entendre ce qu'on aborde. Donc, voilà. Donc voilà, c'est des sujets quand même assez difficiles, mais qu'il faut quand même évoquer. Voilà, alors, je ne sais pas si j'ai été claire dans ce que j'ai dit. Je ne suis peut-être pas dans le bon webinaire, mais je trouve intéressant, moi, c'était par rapport, voilà, je voulais avoir un petit peu des contenus pour, voilà, par rapport aux adolescents sur l'hypersexualisation, parce que voilà, quand on fait nos échanges, quand on fait des ateliers avec les secondes, on va dire, voire les terminales, sur des ateliers philo, voilà, c'est pour essayer avoir un peu de matière pour pouvoir recueillir parfois la parole de certains élèves, pour ne pas les laisser dans la nature. Parce que le risque, il est là. Hein. Que nous, en Lot-et-Garonne, je ne sais pas, peut-être qu'à Lyon, vous avez plus de structures, mais moi, personnellement, je ne connais pas trop. Il n'y a pas longtemps que je suis sur Fumel, j'y suis depuis 2021. Donc, on ne sait pas trop vers qui on peut orienter. Je sais qu'il y a la maison des adolescents, je viens de comprendre un petit peu le fonctionnement, mais voilà. Nous, après, c'est moi, mon nom, c'est de laisser quelqu'un dans la nature, un adolescent, un enfant, qui va pouvoir s'en occuper derrière. Parce qu'en termes de pédiatrie, nous, c'est sur Agen, il n'y en a pas forcément sur Villeneuve. Enfin, voilà, c'est assez pédopsychiatre. Je ne sais pas s'il y en a peut-être sur Agen, ou sur Villeneuve, il n'y en a pas. Donc voilà, on sait quand même que parfois, voilà, on n'a pas forcément les ressources derrière, les ressources médicales en tout cas. Voilà. Pour situer, voilà, ce sont des villes qui sont à distance de la préfecture. Je peux te laisser répondre, enfin, je ne sais pas si tu veux. Oh bah non, parce que c'est peut-être plutôt. Enfin, j'imagine que pour moi, le premier interlocuteur, c'est quand même
la maison des ados, enfin les maillages un peu Oui. professionnels qu'on peut construire et peut-être pas tout de suite la question de la médicalisation, mais peut-être par contre d'offrir des scènes de parole possibles aux adolescents par la porte d'entrée de l'adolescence et pas forcément par la porte d'entrée de la médecine ou de la violence d'emblée. Enfin, c'est pour ça que Louis, peut-être tu peux répondre Oui, mieux que moi sur enfin, cette après, question. mais donc, en effet, moi, je pense que c'est intéressant hein, quand on fait ce type d'intervention d'avoir repéré avant des interlocuteurs qui pourraient être des soutiens ou des relais, voilà, pas forcément médicalisés d'ailleurs, parce que il y a une forme de stigmatisation à médicaliser toute personne qui lèverait le doigt, j'allais dire. Et puis, enfin, l'autre chose, je dirais que quand des enfants qui ferment les yeux et qui se bouchent les oreilles sont bien inscrits dans la société, qui se bouchent les oreilles et qui ferment les yeux aussi largement sur ces phénomènes-là. Il y en a 3 par classe quoi, qui subissent des violences sexuelles. Donc, et donc d'être, ouais, je pense qu'il faut. Ouais, je pense qu'ils ont besoin de sentir d'abord voilà, une relation de respect, c'est ça qu'il faut enfin, et faire attention à, voilà, pouvoir accueillir quelqu'un nous énonce quelque chose qui est compliqué, ben de déjà lui dire ben voilà moi écoute j'entends et ça me préoccupe et on peut se revoir, on peut faire attention aussi dans le passage de relais si on doit passer le relais parce qu'on peut pas être à toutes les places, que ça soit pas enfin voilà que ça se fasse en lien, qu'on de pas quitter le lien avec la personne dont on a enfin, quand on passe la main de ce soit pas bon ben ok tu m'as dit ça je t'envoie là-bas mais non je t'y accompagne quoi. Voilà, ça, c'est un point important. Sinon, il y a un effet de oh là, je t'ai dit quelque chose de trop fort que tu ne peux pas entendre et donc je ne vais pas le redire. Oui, mais moi je trouve, enfin, votre travail, il est essentiel, quoi. Enfin, de faire la question de la prévention dans les établissements scolaires, c'est là que tout se joue, quoi. Enfin, c'est vraiment un niveau d'intervention que nous on appelle niveau 1, quoi, dans les schémas d'organisation de santé, mais qui est le niveau ultra important. Et alors après, en effet, enfin, nous en tout cas, je crois que quand les collègues font ce type d'intervention, ils laissent par exemple, voyez les coordonnées du 119 ou un petit peu des associations d'aide aux victimes, enfin les lieux en tout cas d'adresse possible de la parole. Ou voir de voilà, la maison des ados, les points d'accueil écoute jeunes, enfin les lieux comme ça d'adresse un peu inconditionnels où il est possible de parler, d'être en et qu'il y ait une prise en compte enfin, si c'est la question de révélation de violence, par exemple, qui peut émerger dans l'après-coup, sur laquelle vous vous questionnez dans les effets possibles de vos interventions, bah, peut-être que d'essayer comme ça des coordonnées sur les lieux d'écoute comme ça, un peu référencés au niveau national, ça permet d'avoir déjà des filets institutionnels derrière soi. Bon, après, on a les infirmières scolaires qui sont quand même, on travaille avec elles. Elles ont par contre peut-être plus facilement accès voilà, dans la maison des ados. Enfin, elles, déjà en interne, après, elles prennent le relais aussi, hein, parce que nous, on n'est que de passage. Voilà. Après, là où moi, je peux intervenir, là, on les voit, c'est quand on est en consultation les mercredis, hein, des consultations où là, on reçoit des adolescents, c'est pas que des adolescents, parce que je fais du dépistage, que sur l'INESOT, il y a toute l'égide, donc l'hôpital nous envoie tous les dépistages. Donc, à ce moment-là, oui, là, par contre, je vois une autre population. Et effectivement, quand voilà, je peux avoir des jeunes, des moins jeunes, hein, des ados, même des jeunes adultes qui viennent assez fréquemment pour du dépistage. Donc, bien évidemment que là, voilà, il va y avoir un dialogue qui va s'installer, déjà une confiance qui revient aussi, bon, il y a une confiance qui s'installe pour, voilà, pour un petit peu essayer voilà, de dialoguer, quoi, d'être un petit peu plus dans le dialogue. Mais oui, effectivement, après les réseaux, moi, je vous dis, ça fait que depuis 2021 que je suis au centre médico-social, donc petit à petit, j'essaye voilà, de prendre les adresses pour travailler justement en réseau, parce que nous, on fait du dépistage, de la prévention, mais voilà. Après, récemment, on a eu quand même Eva Thomas qui est venue faire sur Chumel une intervention sur l'inceste. Donc, c'est vrai que c'était intéressant pour les lycéens. Donc, voilà. C'était d'ailleurs organisé en réseau, cette intervention, puisqu'on avait participé. Et en effet, je pense que c'est important, voilà, quelque part, le temps de bien rencontrer, connaître le réseau est important quand on fait de la prévention, pour que ça puisse s'inscrire, ce qu'on révèle dans une organisation ensuite, dans un accompagnement qui soit durable. Il y a une autre question intéressante sur le chat.
Est-ce que ouais, je vais remonter un peu parce que voilà, c'était qui parle de finalement de voilà comment accueillir voilà et respecter le temps, le rythme nécessaire de la personne tout en subissant des injonctions. Voilà, il faut l'inscrire dans un parcours scolaire, il faut qu'il ait ceci, il faut cela, il faut qu'il soit scolarisé pour avoir son APJM et tout ça. Ça, c'est un vrai problème. Alors, les Canadiens diraient, attention, voilà, une institution sensible au trauma prend en compte que ben, voilà, certain nombre de ces jeunes ne sont pas encore disponibles, ben, en tout cas au début, pour aller sur l'école, ne sont pas. Et on devrait pouvoir accueillir ça. Enfin, peut-être trop souvent, il y a une injonction enfin, les systèmes sont organisés pour que la journée il soit à l'école. Pour que il y a personne qui finalement qui est là pour s'en occuper en journée parce qu'ils sont censés être scolarisés, enfin des choses comme ça qui sont un peu je dirais des injonctions paradoxales. Ce serait comme vouloir accueillir des diabétiques sans vouloir faire attention au régime alimentaire, j'allais dire. Il y a un truc de base qui a à accueillir qui n'est pas compatible avec les injonctions telles qu'elles sont posées. Il y a un livre intéressant qui avait été écrit par une équipe voilà, je crois que c'est du côté du Sud-Est qu'ils sont, qui s'appelle Adolescents de l'illimité, je crois, de Anaïs Pourteau et Marie-Cécile Marty, qui parlent un peu voilà, de comment gérer je dirais, ce paradoxe dans les institutions. Voilà, on accueille des jeunes voilà, qui sont extrêmement émiettés, j'allais dire, et on reçoit des injonctions qui ne correspondent pas du tout à leur état, et donc qui du coup crée tout de suite une rupture de dialogue en fait entre l'enfant et l'éducateur qui l'accueille. Et donc il faut pouvoir, je dirais, s'opposer, à mon sens, s'opposer un peu à l'injonction pour dire et défendre, je dirais, le rythme de l'adolescence, son besoin. Encore faut-il que, voilà, je prends un exemple simple, qu'il puisse y avoir quelqu'un en journée pour faire une activité très simple avec l'enfant et être là, plutôt que sinon ben, on ne peut pas l'accueillir vraiment, en fait. Accueillir quelqu'un, c'est l'accueillir tel qu'il est. Si tout de suite on lui met une injonction qu'il ne peut pas tenir, c'est une retraumatisation, disent les Canadiens. Il y a une deuxième question. Ouais. Alors, oui, certaines personnes voudraient avoir les résultats des groupes de travail. Y a-t-il une quantification? Enfin, voilà, je ne sais pas s'ils sont encore accessibles. Y a-t-il une quantification de l'exploitation sexuelle des mineurs en Lot-et-Garonne? Je ne sais pas si quelqu'un du conseil départemental peut répondre. Je sais qu'il y a eu un peu d'études là-dessus, mais je ne les ai pas. Les chiffres sur Lot-et-Garonne, je ne sais pas, peut-être consulter le laboratoire départemental du conseil général sur la protection de l'enfant. Peut-être par ce biais-là. Il y avoir une étude peut-être. À la rencontre où on était allé, ils avaient dit que les chiffres, en fait, ils n'en avaient pas. Mais c'est des chiffres difficiles enfin, tu as bien dit qu'il y avait un continuum je dirais, de comportements et c'est très difficile de chiffrer ça. D'autant que voilà, les gens dans ces groupes-là, les jeunes changent de statut, passent d'exploité à exploitant. Je pense aux jeunes filles là, passent, voilà, de temps en temps viennent chercher de l'aide, d'autres moments retournent là-dedans. Oui, oui, tout à fait. Bah, et puis nous, on commence à avoir un peu des chiffres depuis qu'on a mis en place un signalement spécifique prostitution. Ah, oui. Comme ça, on peut aussi un peu... et puis par la SESMI-VIP, toutes les situations qui sont traitées en SESMI-VIP, qui existent maintenant depuis 2 ans, et bah, du coup, elles sont colligées. Voilà. Mais en effet, sinon c'est... Enfin, et puis il y a des territoires qui jouent plus ou moins le jeu, qui connaissent plus ou moins la SESMI-VIP, etc. Donc oui, c'est super dur à quantifier, quoi. Et il est certain que les numériques jouent dans le maintien de liens. Enfin, c'est vrai que c'est sûrement un activateur et qui participe au fait qu'on soit plus confronté à ça. Je ne sais pas si c'est le seul facteur, sûrement pas. Mais... Bah, et puis c'est aussi une prise de conscience des
Enfin, nous, c'est quand même, enfin, c'est aussi des mouvements un peu politiques. C'est quand l'exploitation sexuelle des mineurs devient un sujet politique que du coup, les textes de loi changent, que nous, le parquet s'en saisit. Enfin, l'ASE aussi. Enfin, il y a aussi une dimension un peu comme ça de quand est-ce qu'on arrive à désinvisibiliser le phénomène, parce que ça arrange bien tout le monde que ce soit invisibilisé, quoi. Donc, Oui, c'est sûr. Euh, Madame Lardoyer, vous vouliez prendre la parole peut-être? Je ne sais pas. Juste, je suis Madame Laroui, donc je suis la déléguée départementale aux droits des femmes et au niveau de l'État avait été mené un diagnostic plus large sur la prostitution qui a été mené en 2021 et qui a fait émerger donc quelques chiffres, mais c'était une dynamique qui était essentiellement, qui consistait essentiellement à interroger les professionnels du territoire sur les situations qu'ils pensaient ou qu'ils supposaient être de la prostitution. Et c'est vrai qu'il y a quelques situations, un peu plus d'une vingtaine, sauf faire de ma part, sur le département, qui concernaient des mineurs ou des jeunes majeurs. Mais voilà, on n'a pas de diagnostic, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas d'information plus précise que celle-là. Et je me permets juste d'avoir la parole aussi. Vous avez parlé du violentomètre. J'ai eu accès, moi, par le biais de la CPE, à un autre outil dont je dispose aussi et que je peux partager par le biais d'affiches qui sont dans mon bureau aujourd'hui, le michotomètre, qui peut aussi être un outil de sensibilisation ou en tout cas de partage comment dire, de révélation de la parole ou en tout cas d'accompagnement, d'explication dans le cadre de sensibilisation, de prévention, par exemple. Michetomètre, ouais, mais c'est ça. Michetomètre, Le site de la CPE, normalement, il est disponible à l'impression. Oui. Donc, c'est ça. Mais du coup, c'est Oui, hyper difficile de pouvoir quantifier de toute manière ces jeunes filles. Il y en a beaucoup qui peuvent être suivies et on n'est même pas au courant qu'elles sont en situation prostitutionnelle. À la Maison des Ados, on a accompagné de jeunes filles qui avaient eu de l'AEMO pendant des années et en parallèle qui se prostituaient mais qui revenaient juste pour les rendez-vous avec l'éducatrice de l'AEMO et qui faisaient bonne figure pendant ce temps-là. Quand c'est en foyer, ça se voit un peu plus, c'est beaucoup de fugues sur les week-ends, c'est des jeunes filles qui vont se préparer en 5 minutes et qui vont disparaître le soir, revenir 3 heures après. Et en effet, on peut voir physiquement le changement, comme on disait, sur des identités un peu multiples. Elle passe sa journée en jogging et le soir, d'un coup, elle est apprêtée, il y a les boucles d'oreilles, il y a le maquillage et elle disparaît. Mais il y a pas mal de jeunes où c'est très, très, très invisible, même dans certaines familles où il n'y a pas forcément beaucoup de préoccupations pour ces jeunes. Et du coup, le phénomène est toujours très sous-estimé, malheureusement. probablement. exactement. Oui, avec parfois, finalement, si je dirais, le consommateur est dans l'entourage. Je me souviens d'un artiste, anciennement enfant prostitué, qui racontait que voilà, lui, il était prostitué par les parents d'élèves de ses copains de classe, quoi. C'est- donc, dans un truc extrêmement clivé, comme ça. Donc, il allait faire des anniversaires chez les copains et puis le soir, il était prostitué par les parents. Ah ouais. Le papa. Ouais, nous, on commence même à avoir, enfin là, la semaine dernière sur l'UAPED, on recevait 2 enfants qui étaient prostitués par leur maman. Tu vois, assez directement, hein, enfin, avec souvent des phénomènes aussi de transmission, hein. Enfin, la maman était elle-même prostituée, sous emprise toxique, etc. Et il y avait quelque chose de complètement normalisé à la maison, à se prostituer devant les enfants, etc. Puis bah, au bout d'un moment, les types, ils disaient ah bah, est-ce qu'on peut aussi prendre ces deux-là Enfin, voilà. Et puis la maman était tellement démunie dans la capacité à se protéger elle-même et à protéger ses filles que voilà, ça s'était entretenu comme ça. Donc, on commence à voir aussi, enfin, allez, je pense qu'elles existent depuis très longtemps, hein, ces situations-là, mais on commence à les voir arriver. Et là, c'est des situations où, pour le coup, il y avait l'ASE depuis 3 ans dans la situation. Et, et c'est très difficile à voir parce qu'en fait, enfin bon, vous connaissez ça bien, mais
quand même, de faire l'hypothèse de la maltraitance, c'est quand même pas si simple. Enfin, c'est toujours l'hypothèse qu'on génère en dernière instance. C'est-à-dire que nous, à l'hôpital pédiatrique, on a beaucoup tous les bébés secoués, etc. Et ben, même chez les neurochirurgiens, même chez les orthopédistes, etc., qui ont dans leur service tous ces bébés-là, il y a quelque chose de vraiment, c'est en dernière ligne, quoi, qu'on imagine, qu'on envisage comme dans son algorithme réflexif médical, la maltraitance. Comme s'il y avait un truc vraiment encore très difficile à voir, parce que ça renvoie à une violence terrible de s'identifier à ces parents-là, et du coup de se dire comment ces parents-là pourraient faire ça à leur enfant, alors que moi, en tant que parent, c'est impossible, quoi. Et du coup, probablement que ces phénomènes de prostitution intrafamiliale, ils mobilisent aussi un peu chez nous tous ces assez difficiles à voir, quoi, parce que assez difficilement imaginables. Je comprends. Je prendrai une dernière question peut-être, s'il y en a une dernière, sinon. Bon. Voilà. Ben, en tout cas, voilà, je crois que c'était très riche, tout ce que tu as pu apporter. Donc, voilà, on va pouvoir réfléchir un moment et il y a du travail encore. Donc, et travailler encore quelques années pour essayer d'avancer, de gagner du terrain là-dessus. Et donc, ouais, je peux que te remercier. Je ne sais pas s'il y a il y a quelques mots de remerciement qui passent dans le fil là. On aura accès au PowerPoint a priori qu'on pourra mettre sur le site de la Maison des Adolescents. Donc, je te remercie parce que c'est toujours agréable de pouvoir relire les choses. Il y avait beaucoup de notions très riches. Merci à toi et à vous pour votre invitation. Enfin, c'est super chouette de faire ces échanges aussi parce que c'est des phénomènes parfois un peu locaux, enfin pas locaux, mais en tout cas, on a accès Localement. de se dire, tiens, en local, en fait, ça résonne aussi avec des enjeux. Et en fait, il faut tous qu'on apprenne à être moins démunis et plus armés face à ces nouvelles formes d'expression de la souffrance adolescente. Donc, c'est super chouette aussi de pouvoir mobiliser ces temps d'échange extra-régionaux. Donc, merci. Oui. Merci beaucoup. Puis merci à ceux qui sont fidèles, là, parce que je vois qu'il y en a qui reviennent sur les jeudis de la MDA. Je ne sais pas, après, c'est toujours le problème du Zoom. À un moment, il faut couper. Voilà, c'est ça. Et donc, comme il y a des gens qui remercient, je laisse un peu là. Je laisse jusqu'à 56. Et puis après, je coupe. Ouais, voilà, c'est bon. On se déconnecte. Les jeudis de la MDA, on vous fera passer, c'est plutôt, non, c'est moins fréquent que ça, mais c'est une fois tous les 2 ou 3 Vous pouvez mois. consulter sur le site de la Maison des Ados, Oui. parce qu'il y en a qui sont déjà passés, donc on va essayer de les réactualiser. On va réactualiser, voilà, sur le site de la MDA, qu'on avait du mal à mettre à jour, mais qui reprend du dynamisme. On mettra les jours. Et il y a une mail list aussi. Voilà, si vous voulez être tenu au courant, envoyez-nous le mail et on vous mettra dans la mailing list. Voilà. Merci encore au docteur Apolline Espy. Vous pouvez lire dans des publications récentes aussi sur plein de questions d'actualité, parce qu'il y a eu un article récent aussi sur les troubles dissociatifs de l'identité qui était très intéressant. Donc voilà, c'est une question qui est aussi d'actualité. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Louis, merci à vous, à bientôt. Ouais,